Donc, thématique, procrastination et motivation. Alors, c'est quoi le plan? Alors déjà, on va parler un peu de la procrastination et après on parlera de la motivation. Les Ok. deux concepts sont reliés, mais voilà, on va les séparer. Sphère psycho, sphère neuropsycho. Ouais, tout à fait. Ok. Moi, je vais parler en tant que psychologue qui voit des patients psychiatriques. Et toi, tu vas parler en tant que neuropsy qui voit plutôt TDAH, au potentiel, toutes les pathologies du Ouais. 10, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes sphères. Et moi, j'y connais rien. Donc, ce que je vais dire n'est pas forcément adapté aux patients que toi tu rencontres. Déjà, la procrastination, qu'est-ce que c'est? La procrastination, c'est pas une maladie. Ça existe dans aucun manuel. Il n'y a pas dans le DSM un chapitre procrastination, comme il peut y avoir un chapitre dépression ou schizophrénie ou autisme ou ce que tu veux. Donc la procrastination, c'est pas comme le diabète ou une pharyngite. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui te fait marrer? Il y a- il y a- Bonsoir à tous, merci d'être rendez-vous comme et la procrastination, c'est comme l'estime de soi, la confiance en soi, c'est pas un diagnostic. Mais la procrastination, moi je dirais, on va commencer par dire que la procrastination, c'est un peu inhérent à la nature humaine. On n'est pas fait pour travailler, on n'est pas fait pour subir des contraintes, et depuis qu'on est petit, tout le job des parents, c'est de nous aider à tolérer Ouais. à tolérer l'ennui, à tolérer la frustration. Le système scolaire est là pour nous apprendre à gérer la frustration. Donc la procrastination, c'est quoi? C'est un phénomène qui est fondamentalement normal. C'est inhérent à la nature humaine. Alors on va dire, mais alors pourquoi on voit bien qu'il y a... Ben oui, mais là on est dans une procrastination qui devient un handicap. Donc la procrastination, c'est un phénomène normal qui peut, chez certaines personnes, quand ils n'arrivent pas à la contourner, quand ils n'arrivent pas à la canaliser, à la discipliner, se transformer en handicap. Est-ce qu'on pourrait Ok. même, ouais, est-ce qu'on pourrait même généraliser en fait à dire partisan du moindre effort? Normalement, en fait, l'être humain, il n'aime pas forcément en fait fournir un On n'est pas effort. fait, regarde un enfant, l'enfant, entre guillemets, tu dois le dresser, Ouais. l'enfant. Tu dois lui apprendre à Lui manger, tu apprendre à dois lui comment. apprendre à faire pipi, à tel truc, tu dois lui apprendre à faire ses devoirs, tu dois lui apprendre à... Enfin, c'est du dressage. Ouais, c'est ça. Et là, non, on passe une vie entière à devoir gérer la contrainte. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un ministre, tu te rappelles, qui avait parlé de phobie administrative. Moi, quand je vois tous les papiers qu'on doit remplir dans l'exercice libéral, les impôts, les machins, le ménage, tout est compliqué. Donc la procrastination, c'est inhérent à la frustration et c'est donc inhérent au fonctionnement normal. Nous, on va parler ici de cette procrastination qui va devenir un handicap, c'est-à-dire qui va faire qu'une personne ne peut plus travailler, Un peu plus. Ouais. ne peut plus obtenir un certain niveau de compétence et ne peut plus aller vers les buts de vie. La procrastination déjà normale, c'est quoi? C'est je suis fatigué, là tout de suite je suis fatigué, donc j'ai pas envie, là tout de suite, de commencer un roman à 23 heures. Je me suis tapé 8 heures de travail, je me suis occupé des devoirs des enfants, j'ai pas envie là tout de suite de faire du repassage. Donc la fatigue, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. On le voit bien par exemple avec certains patients, moi j'ai beaucoup de patients qui viennent pour Buenas noches gringos, pareil. On nous regarde même du Mexique. Ah t'as du fin fond de l'Argentine, on est Ouais. d'accord. Et quand tu es fatigué, ça faut le prendre en compte. Par exemple, en tant que thérapeute, je vois des patients, tu leur donnes un exercice, la semaine d'après c'est fait. Tu vois des patients, plusieurs fois, ils reviennent en séance, ils n'ont pas fait leurs exercices. Ben oui, mais en même temps, ils ont 40 à 50 heures de travail à gérer, ils ont les enfants, ils se sont tapés 2 heures de voiture pour venir te voir. La thérapie, elle arrive peut-être à un moment où ils sont tellement fatigués, ils ont tellement de choses à gérer. Quand un patient me dit, écoutez, moi on m'a diagnostiqué un cancer il n'y a pas très longtemps et mon couple est en train de partir en morceaux, oui, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il ait la Non. disponibilité mentale de faire une thérapie. Donc la fatigue, et nos sociétés sont devenues hyper fatigantes, c'est un facteur qui va entraîner la procrastination. Et on le voit avec certains enfants qui vont être sur le téléphone portable jusque tard dans la nuit et compagnie, bah c'est sûr ça, la fatigue physique va faire qu'ils vont pas être en effet très motivés le soir à faire leurs devoirs. Bah, je me rappelle aussi quand on était gamin, tu voulais en placer une mais tu la placeras pas, il y avait des parents d'élèves qui avaient un jour mis le cartable de l'enfant sur la balance. Parce qu'en fait on se tapait Pour des voir, bouquins. ouais. Combien que pesait un 10 cartable d'enfant? kilos, Et cartable, tu rentrais ouais. le soir à 16h30, et t'es tapé le bus et compagnie, tu rentrais, tu prenais ton goûter à 17h, bam, tu repartais pour tes exercices de maths. Et on avait des cernes jusque-là. Donc la fatigue, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte dans l'explication de la procrastination. Le deuxième facteur qui est énorme, c'est l'incapacité à avoir l'intérêt pour la chose. C'est que là, je te dis, bon voilà, tu veux pas qu'on aille faire du ménage dans la cave? Tu me dis, la Pourquoi? cave, on y va 2 fois par an. Mm. Pourquoi là, on s'amuserait à faire du ménage et pourquoi on va repeindre la cave? Quel est l'intérêt de la chose? Je vois pas l'intérêt de faire cette chose là tout de suite et je vois pas l'intérêt de faire ces choses de manière générale. Et ça, c'est l'un des critères les plus importants de la procrastination. Tu as des gens qui ne comprennent pas l'intérêt d'une tâche. Ils ne comprennent pas l'intérêt de cette tâche en tant que telle et ils ne comprennent pas l'intérêt de cette tâche comme morceau d'un tout beaucoup plus important.
tu as beaucoup d'enfants, des adolescents qui te disent j'ai toujours pas compris l'intérêt d'apprendre les f de x si je veux devenir coiffeuse. J'ai toujours pas l'intérêt de faire de la trigonométrie alors que plus tard, je sais pas, je veux devenir pompier. Bah, en un sens, ils ont pas tort. Et ça, c'est vrai qu'il y a le manque de connexion entre la tâche et tes buts de vie ou ce que tu vas faire plus tard, c'est un très gros problème dans la procrastination. Mais même quand tu es adulte, et on le voit beaucoup chez les patients adultes, ils vont te dire, bah, écoutez, toute la journée je fais des tableaux Excel, je ne sais pas quelles sont les données qu'on me donne, je ne sais pas ce que ce truc va devenir dans 6 mois, je suis un morceau d'un chaînon et je suis dans l'ennui total le matin quand je sais que je dois aller travailler. Et tu as beaucoup comme ça de patients adultes qui sont complètement dans le... Bah, ils ont perdu tout intérêt à aller travailler. De toute façon, parfois un syndrome dépressif en plus, parce que leur métier, leur poste, leurs tâches sont devenus complètement déconnectés d'un but concret et compréhensible. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, alors j'ai l'impression que la procrastination dépend quand même d'un tout. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des facteurs du coup qui amènent en fait la procrastination et que malheureusement. Là, je parle de la procrastination normale. Ouais, je en pas règle dans la générale, ouais, c'est ça. pathologique. Non, 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 ouais. Euh, mais que du coup, donc tu parlais de fatigue, mais à force de contraintes, finalement, en fait, derrière. euh, C'est qui à Ah, force fallait de pas que j'appuie là. Non, c'est pas grave. Pardon, c'est pas grave. À force de contraintes, on rentrait dans un cercle vicieux qui a amené en fait à une fatigue et qui amène en fait à toujours vouloir mettre au lendemain ce qu'on normalement on devrait faire aujourd'hui. Là, il y a une patiente que j'ai vue pendant quelques temps. C'est une femme qui est catégorie A dans les ministères et qui, pour des raisons qu'elle m'a expliquées, c'est qu'en fait, la majorité des gens qui sont catégorie A, on leur donne des tâches de catégorie B et catégorie C. Ok. Ce qui permet de les payer faiblement et de ne pas avoir à prendre des catégories C. Elle me dit, je passe ma journée à faire des tableaux Excel. Elle dirige rien, elle manage rien, elle est plus chef de projet, elle ne fait que de la saisie sous Excel. Mais quand tu fais ça 35 heures par semaine pendant 10 ans, au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi je me lève le matin? Et ça, faut pas s'en cacher, on est en psychiatrie et en neuropsychologie, mais on a quand même une destruction des métiers qui provoque que n'importe qui va commencer à faire de la procrastination. Il y a un autre point qui est très important, c'est l'absence de récompense. Qu'on parle des enfants, qu'on parle des adultes, quand on dit à un enfant, bah écoute, tu vas ranger toute ta chambre, c'est quoi le but pour moi? Et est-ce qu'il y a une récompense derrière? Et tu as beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes qui ne sont pas récompensés pour l'effort. Tu as des entreprises où on ne sait pas gratifier un salarié. Donc du coup, tu vas devoir mettre de l'énergie, tu vas devoir mettre de la transpiration, et derrière, non seulement on ne t'explique pas l'utilité de la chose, qui est le point que je développais il y a 5 minutes, et tu n'auras pas de retour sur investissement. Tu n'auras pas de compliment, tu n'auras pas de gratification, tu n'auras pas un bonbon, tu n'auras pas un jeu PlayStation, non pas qu'il faille donner des jeux PlayStation à chaque fois qu'un gamin fait un exercice de maths, mais l'absence de récompense fait que du coup tu ne vois pas l'utilité de Je vois l'effort. pas l'intérêt de Et faire chez un enfant qui est petit, en effet, l'enfant ne pourra pas intégrer la discipline et la tolérance à la frustration si derrière il n'y a pas dans la balance une récompense. Et il y a des gens qui ne savent pas récompenser, il y a des systèmes qui ne savent pas récompenser. Alors les images qu'on nous offrait quand on était gamin, les images dauphins et compagnie, ça peut paraître absolument débile, mais ça marchait d'enfer. Moi je me rappelle que j'étais à fond quand j'étais gamin pour avoir les images dauphins. Ah oui, oui. Ouais, non, mais les stickers, les images et tout ça, ça marchait énormément. J'en avais pas des masses des avec images les enfants. dauphins. Mais si, ils ont une collection de fonds. Il y a un autre point qui est très important que j'avais développé tout à l'heure qui était la question de fatigue. Au-delà de la fatigue, il y a la notion d'être débordé. Que ça soit l'épuisement mental ou que ça soit ce terme qu'on utilisait l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, qu'on voyait dans les médias, il y avait un terme qui était arrivé, qui était là, c'était pas la fatigue mentale, c'était Charge. la charge mentale. Charge mentale. Alors ce concept de charge mentale qui existe nulle part mais qui est super intéressant, on est quand même dans des sociétés où on a vraiment une charge mentale. Ça c'est une grande conversation que j'ai parfois avec des gens qui ont 50 ou 60 ans. Ils avaient des conditions parfois qui étaient beaucoup plus compliquées, mais ils n'avaient pas la charge mentale que nous on a. Ils n'avaient pas les téléphones portables, ils n'avaient pas l'email où tu as 250 emails par jour. Et l'email et la rapidité de l'information a fait que maintenant on est beaucoup plus débordé que les générations d'avant. Donc on est censé avoir une meilleure qualité de vie, finalement on a une moins bonne qualité de vie. Et tu as une vraie charge mentale. Et cette charge mentale peut faire que tu vas procrastiner pour tout. Parce que nos parents, ils n'avaient pas à apprendre l'informatique, l'anglais, l'allemand, les F2X, ils n'avaient pas à apprendre tout ça. Franchement, c'est un fait qu'ils n'avaient pas à apprendre tout ça. Toi aujourd'hui, et moi je le vois par exemple, j'ai eu un stagiaire l'année dernière. Moi j'ai commencé la fac de psycho en 97, j'étais diplômé en 2003. Lui, il était en train de terminer son M2, mais je voyais son niveau, il était en cours à l'université, il avait un niveau d'excellence que j'avais pas à son âge. Donc ça veut dire que les programmes sont devenus beaucoup plus compliqués qu'à notre époque. Donc ça veut dire que tous les 10 ans, tu as les programmes universitaires qui deviennent de plus en plus compliqués, avec des cours plus compliqués, des compétences encore plus compliquées à acquérir, et on est dans de la surcharge mentale.
Nous, on doit tout gérer. Enfin, moi, ça me paraît aberrant en tant que psychologue qu'on soit obligé d'apprendre. Enfin, c'est nécessaire. Mais les statistiques, Excel, les ANOVA, les MANOVA, les tests de machin, tu dis, mais un psychologue des années 80 n'aurait jamais appris ça. Donc, Donc, du coup, on a une charge mentale qui va provoquer que, du coup, devant l'usine à gaz que représente un projet, tu vas forcément te dire, la simple idée de le faire, déjà, je suis débordé. ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc en gros, en fait, là, pour toi, la procrastination elle est tout à fait normale. Ouais. Parce que là, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de contraintes. Et qui fait que, bah, arrivé à la fin de la journée, évidemment, en fait, on veut laisser certaines choses pour le lendemain. Oui, c'est un fait. Ouais. Ah Ok, ouais, mais oui, il moi, n'y a, y a rien de. En quand tout je cas, dans reçois ce les que tu dis là, et pour le coup, là, par rapport à ce que tu décris, il n'y a rien de Mais pathologique. quand je reçois des pièces comptables par la poste, moi j'ai opté pour les mettre dans une enveloppe et les envoyer directement à mon comptable. J'ai même pas envie de les ouvrir parce que c'est une usine à gaz. Et c'est devenu une usine à gaz. Tu as des réformes constamment qui tombent. Même des gens qui ont 50 ou 60 ans qui font leur déclaration d'impôt Ouais, et ça depuis change tout le 30 ans, temps. Et ça... tous les 2-3 ans ils reçoivent des machins, ils disent c'est incompréhensible. Et à nouveau à côté tu dois gérer ton travail, ta famille, ta voiture, la litière du chien et compagnie. Donc Donc, ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que, alors, du coup, ça arrive quand même assez souvent hein, qu'on reçoit des patients qui vont dire: Ah, mais j'ai des problèmes de mémoire. Là, aujourd'hui, par exemple, enfin, j'ai l'impression de toujours tout oublier. J'ai l'impression de pas faire attention à telle ou telle chose. Mais finalement, en fait, lorsque tu reprends le quotidien de la personne, bah évidemment, entre une famille à gérer, le travail à gérer, les enfants qu'il va falloir accompagner à l'école, il y a le contrôle, il y a les goûters, il y a tout ça et tout à préparer. Bah oui, ça peut arriver en fait pour n'importe qui d'entre nous d'oublier par exemple telle ou telle chose dans la journée ouais, et c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il y a un problème de mémoire. tout à fait. Comme du coup, en fait, il n'y a rien de pathologique dans le fait de se dire ça, je le fais pas aujourd'hui, je le laisse pour demain, je le laisse pour la fin de la semaine. C'est pas pour autant en fait qu'on présente en fait une procrastination qui serait Ouais, pathologique. tout à fait. C'est juste normal. Là, pour moi, tout ça, c'est ce qui concourt à la procrastination la plus basique que tout le monde subit. Ok. On subit tous ce type de procrastination. Le dernier point qui, pour moi, peut expliquer la procrastination normale, c'est le manque d'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autonomie, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de méthodologie. Ce sont des gens qui ne savent pas faire. On ne leur a pas expliqué comment ils devaient faire. Donc, tu es devant une tâche qui est relativement complexe. On ne t'a pas expliqué comment tu pouvais la résoudre. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas énormément Ah reporter ouais. la capacité à le faire. Il y a aussi le problème, un autre problème, c'est que quand on a toujours fait à ta place, moi je veux dire, ma mère, jusqu'à je sais pas quel âge, elle faisait le repassage, pourquoi veux-tu que je m'emmerde à apprendre le repassage? Je suis pas débile non plus. Je vais pas me dire, ah bah tiens, j'ai que ça à faire de me rajouter le repassage en plus. Donc entre ma mère qui a fait mon repassage jusqu'à 51 ans, mon comptable qui fait mes papiers, j'avais une femme de ménage que j'ai plus, mais du coup, c'est tout ces. Puis la vie de couple qui fait qu'il y a une répartition des tâches aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement pris l'habitude d'avoir des gens qui font pour toi que le jour où tu te retrouves à devoir le faire tout seul, mais tu augmentes ton niveau de frustration. Et c'est dingue à 40 ans de se rendre compte qu'il y a encore des choses sur lesquelles on est frustré alors qu'on devrait depuis 20 ans ne plus être frustré. Donc le manque d'autonomie, je sais pas faire, j'ai pas les compétences ou on m'a habitué à faire à ma place, forcément ça va concourir aussi Ah bah oui. à la procrastination. Ça, donc là, c'était pour moi les choses qui peuvent expliquer pourquoi au quotidien on peut en arriver à procrastiner. Maintenant, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on va voir comme racines communes? Les racines communes, c'est quoi? C'est l'intolérance à la frustration. J'aime pas la contrainte, j'aime pas les émotions négatives, j'aime pas l'ennui. En fait, ça me stresse, ça m'ennuie, ça me gave, j'ai pas envie. Ça provoque des émotions négatives. On est construit pour aller vers les émotions positives. Et là, subitement, il y a un truc qui tombe devant nous et qui dit, bah non, désolé, ça te plaît pas, tu dois quand même le faire. Ça, c'est inhérent, c'est toujours le socle de la procrastination. Le deuxième, c'est que le cerveau, dans son mécanisme, il va être tout de suite dans l'immédiateté. Il ne va pas réfléchir à long terme. Hmm. C'est que le fait que ça va être utile, ça va t'apporter quelque chose, il n'a pas envie. C'est comme le fait de faire un régime ou de faire du sport. Là, tout de suite, tu sens, ah, ça fait mal aux muscles. Ou là, tout de suite, ben voilà, c'est gentil, mais les petits écoliers, ça fait du bien. Ça stimule ma dopamine, ça me fait du reward, ben, je préfère prendre du bide. Donc, on est tout de suite dans l'immédiateté. Et ça, c'est inhérent à la nature humaine. J'avais une grande conversation un jour avec un responsable associatif dans le VIH. Et il m'a dit, mais c'est quand même dingue, la prévention, ça marche pas. Je dis, mais tu trouves que le tabac, ça marche? Depuis les années 50, il y a des campagnes de prévention sur le tabac, ça marche pas. On arrive maintenant à des publicités à la télé qui sont super violentes, où tu as des gens qui percutent des bagnoles, des corps qui sont projetés à travers le pare-brise. Quand vous roulez vite, vous êtes responsable de la mort de 250 personnes. Tu fais, ah, c'est horrible. Puis la troisième fois, bah, t'en as plus rien à faire de la publicité. Parce que le cerveau humain ne gère pas les dangers dans le futur. Sur du long terme. Le cerveau humain, il gère le stimulus actuel. Donc le fait qu'en fumant, tu vas peut-être développer un cancer dans 30 ans, tu vas dire ok, et puis 3 minutes après, tu as oublié. Donc il y a ce problème, c'est que le cerveau, pour moi, de base, il est fondamentalement dans l'immédiateté.
Ça veut dire que la procrastination, c'est quasiment lutter contre ton cerveau dans ce qu'il a de plus normal que de ne pas procrastiner. Donc la discipline, finalement, c'est complètement pathologique, c'est complètement anormal, la discipline. Se rajouter des contraintes, c'est totalement Et anormal. voilà. Donc entre le fait qu'on est intolérant à la frustration, à la contrainte, petit 2, que le cerveau, neurologiquement, il est dans l'immédiateté, et petit 3, qu'on a difficulté à se motiver quand on ne voit pas l'intérêt immédiat de la chose, bah tu es majoritairement dans l'impulsivité, et tu as beaucoup de difficultés à te dire, bon bah ok, là je me mets dans l'action, parce que ça va peut-être permettre dans 10 ans que j'ai un métier qui me plaît. Ou je vais peut-être faire un effort de moins manger du chocolat parce que peut-être que dans 6 mois je pourrais rentrer dans mon jean. Bah ouais, mais là tout de suite, désolé, mon cerveau il me dit qu'il aime bien le chocolat. Donc entre l'intolérance à la frustration, l'immédiateté, la difficulté à se projeter dans le futur et l'impulsivité, t'as tellement de choses qui vont converger et faire que tu vas te vautrer dans la procrastination. Et le dernier point qui est quand même super important, c'est le manque de perspective. Le à quoi bon. À quoi bon? Tu sors du bac, on te dit voilà, vous allez vous taper 5 ans d'études et puis il y a un énorme pourcentage de chômage. Ok. Alors ça va parce que nous on a eu notre diplôme il y a quelques années, mais là je vois il y a des petits jeunes, on leur dit ah vous voulez faire de la biologie, ah, mais la biologie c'est bouché. Ah vous voulez faire du marketing, ah ouais, le marketing c'est bouché. Ah vous avez fait des études pour créer des sites internet, ah bah c'est fini, maintenant c'est des métiers qui n'existent plus. Ah vous voulez faire les BTS, alors le BTS tourisme, il y a 15 ans tout le monde faisait un BTS tourisme, c'est mort le BTS tourisme. Donc en fait tu as commencé comme une patiente qui m'a dit ah je voulais faire de l'archéologie. J'ai dit entre nous. Pour faire quoi? Elle me dit bah ça me passionne. On en a reparlé 2 ans après, bah finalement elle a abandonné le BTS archéologie, machin bac plus 5 archéologie, finalement maintenant elle fait du BTP quoi. Mais tu te dis à quoi bon? Entre le Ça, fait c'est que... parce que c'est. Alors, ça, du coup, ça, c'est vraiment en fait un problème de nouveau en fait plus général. C'est à quel moment, en fait, finalement, alors, l'éducation nationale, dans sa grande globalité, elle montre un minimum de motivation pour que les gens, alors que ce soit élèves ou étudiants, désirent vouloir travailler pour éventuellement arriver en fait à tel métier. Non C'est mais à très quoi bon très faire des rare. neurolives? On fait des neurolives parce qu'on trouve ça sympa, on aime bien partager, mais fondamentalement à quoi bon faire un neurolive? Mais justement, mais c'est là où, alors, du coup, en fait, forcément, procrastination et motivation sont liées, parce qu'il faut un minimum de motivation pour ne pas derrière La motivation elle est procrastiner. dépendante de là ce qu'on est en train de faire, quelle en est l'utilité? Parce qu'on est content de transmettre de l'information, parce qu'on est content potentiellement que dans 200 ans, quand on sera vieux, les gens disent ah, je vous ai vu en 1743 sur Facebook. Mais à quoi bon? Et le problème du à quoi bon, c'est qu'entre les sociétés qui s'effondrent et tout ce que tu veux, les diplômes qui disparaissent, l'allongement des études, le fait qu'à diplôme égaux, tu vas avoir un pourcentage colossal de chances de te retrouver quand même au chômage, il y a des gens qui disent mais le à quoi bon, il s'est effrité. Et c'est vrai que c'est difficile quand tu es au lycée, quand tu es au collège, quand tu fais du sport, quand tu fais du piano, de te dire mais là tout de suite, pourquoi j'ai passé 4 heures à travailler une gamme de piano? À quoi bon? Et puis ce morceau, tu le joues pas pendant 6 mois, et puis 6 mois après, tu te mets sur ton piano et tu dis ah, j'ai complètement oublié. Le morceau, il a disparu de ton cerveau. Tu as passé 250 heures à l'apprendre, tu te rappelles de rien, et tu commences à cultiver le à quoi bon. Et le à quoi bon, il est inhérent à l'existence. Ouais, C'est un peu le rocher de Sisyphe. il peut être destructeur. Il est destructeur parce que c'est l'un des facteurs numéro un de la procrastination. Et ça, on est vraiment dans Et un de la problème très dépression aussi, je pense. existentiel. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu les racines communes de la procrastination. Maintenant, si on essaie de réfléchir dans les causes, parce que les causes, c'est vraiment important. C'est quoi les causes de la procrastination? Déjà, il y a l'éducation. Les parents et le système scolaire ont quand même un très grand rôle à jouer dans l'acquisition de la discipline. Parce que quand on te donne de la discipline, on diminue le risque de procrastination. Et c'est un fait, en tant que neuropsychologue et en tant que psychologue, il faut arrêter de se leurrer, il y a des gamins qui ne sont pas cadrés. Désolé, ça va choquer certaines personnes, mais tous les enfants Non, ne c'est sont vrai. pas malades. Il y a des enfants qui ne sont pas cadrés. Il y a des enfants qui n'ont jamais appris. Bah, je trouve ça étonnant, il y a des enfants, ils n'ont pas de réveil. Il y a des enfants, ils Oui, se c'est vrai, lèvent, les parents, et ouais. puis les parents disent ah, mais en fait, c'est nous qui le réveillons. Mais pourquoi il n'a pas de réveil, le gamin? Et puis le gamin, il est fatigué le matin, mais jusqu'à minuit 30, il a son téléphone portable. Alors ma mère, elle m'aurait décapité si j'avais gardé mon téléphone portable jusqu'à minuit 30. T'as des gamins, ils disent ah bah il est rentré avec 2 heures de retard. Pourquoi? Alors parfois il y a des enfants qui sont très difficiles, et là on jette pas la pierre aux parents, il y a des enfants qui sont tellement Non, bien difficiles sûr. Ouais. que tu sens que tout peut partir en pugilat, en tentative de suicide et tout. Mais c'est un fait qu'il y a des enfants qui ne sont pas cadrés. Et même ça, hein, finalement, hein, lorsque tu vois, tu essaies de recadrer en fait finalement un enfant, mais lorsque l'enfant il a 10 ans, lorsque l'enfant il a 15 ans, bah, évidemment en fait que ça va être difficile parce que justement l'enfant il s'est habitué à ne pas forcément en fait devoir fournir tel ou tel effort et à ne pas chercher en fait à gérer les frustrations parce que bah, pour lui en fait il pouvait vivre sans cadre et du coup bah, lorsque du jour au lendemain comme ça en fait on dit à un enfant bah ouais mais non à partir de maintenant en fait tu vas devoir rentrer à l'heure prévue, bah, évidemment en fait qu'il va péter Ça un lui câble fait tout l'enfant. drôle.
Ça lui fait tout drôle parce qu'en Après, fait, il se dit, bah, j'ai eu la liberté jusque là après, ne maintenant. tombons pas dans l'écueil de la vieille psychologie ou de la vieille pédagogie qui sous-entend que tout est forcément un problème d'autorité. Non, non, bien C'est sûr. un Non, facteur non, ouais, parmi ouais. de multiples facteurs, mais tu regardes des vieux bouquins de pédagogie des années 50, c'est toujours un problème d'autorité. Non, ça n'est Ouais, pas non, toujours non, un non, problème non. d'autorité. Non. Tu as une chance sur je sais pas combien que ça soit un problème d'autorité. Mais la procrastination de base, parce qu'on n'est toujours pas dans la procrastination pathologique depuis tout à l'heure, la procrastination de base, c'est fondamentalement éducationnel. Ça, c'est une certitude. Tu as des parents qui sont trop permissifs, des parents qui sont trop présents, des parents qui font trop à la place, mais tu as aussi, à l'exact opposé, des parents qui, en faisant trop, ont empêché à l'enfant de développer des compétences. C'est que l'enfant, il ne peut pas apprendre à faire quelque chose puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va faire à sa Je vais faire place. ça à la place, Parce que les parents sont inquiets, parce que les parents sont anxieux, parce que les parents n'ont pas envie que l'enfant souffre, parce que même parfois ils ont souffert d'un divorce et compagnie. Ou tu as des parents qui sont un petit peu durs, qui vont tellement exiger de l'enfant sans donner de récompense qu'à la fin le gamin il dit si à chaque fois je fais des efforts, j'ai pas un bisou, j'ai pas un je suis fier de toi, je te fais confiance et compagnie, bah à la fin qu'est-ce qu'il fait le gamin, bah il a plus envie. Et il te dira le gamin, quoi que je fasse, mes parents ne sont jamais contents, il n'y a jamais une gentillesse. Et moi, je me rappelle d'un patient qui m'avait dit, vous savez, quand j'ai eu mon bac, je suis allé le matin voir sur les panneaux s'il y avait mon nom écrit. Il y avait marqué, ah, eu ton bac. Il est rentré, il a dit à ses parents, ah, j'ai eu mon bac. Et son père lui a répondu, enfin, c'est bon, ton cousin, il vient de faire sa thèse. J'ai dit, mais ok, what the fuck, quoi. En quoi le fait que ton cousin, qui est 30 ans, ait validé une thèse, annule ou banalise le fait que tu viens d'avoir ton bac. Et il a été éduqué dans une maison où rien n'était jamais digne de récompense. Donc à la fin, il cultive le à quoi bon j'ai À plus quoi bon? envie. Donc la procrastination, c'est très éducationnel. La procrastination, c'est aussi très existentiel. C'est quoi le fait que ça soit très existentiel? Le fait, comme je disais, qu'il y a de plus en plus une absence totale de cohérence entre l'action que tu es en train de mettre en place et ta personnalité. Il y a plein de gens, alors faut pas croire qu'il y a 40 ans, les gens faisaient forcément des métiers qui leur plaisaient, bien loin de là, mais est-ce qu'il y a des métiers qui ont disparu? Est-ce que notre génération a plus envie d'être épanouie? Alors, tu as plein de vieux qui diront, ouais, bah, on n'est pas là pour être épanoui. Notre génération a envie d'être épanouie. On ne pourra pas faire reculer la chronologie, on ne pourra pas prendre une machine à remonter le temps. Notre génération a envie d'être épanouie. Et tu as plein de gens, et tu le vois au Pôle emploi, qui sont dans des métiers qui ne correspondent pas à leur personnalité, qui ne correspondent pas à leur identité. Donc, quand il y a un choc entre ta recherche d'épanouissement et le métier ou les études ou le contexte où tu es, forcément tu vas cultiver l'incapacité à te projeter. Donc l'absence de cohérence entre ce que tu fais et ton identité, ta personnalité, tes choix de vie, ça forcément ça va entraîner la procrastination. Le fait que tu fasses des rapports, des études et tu sais même pas ce que ça va donner dans quelques années, tu sais même pas si tu auras un métier. Faut pas s'étonner, c'est très existentiel, la procrastination elle va monter. Le fait, et c'est quand même un truc qui est très important, on parle jamais de ça parce qu'on est psy, mais on est quand même dans la réalité, il y a des gens qui te disent mais à quoi ça sert que j'aille travailler quand je vois combien je suis payé? À quoi ça sert que j'aille travailler à 5h30 du matin alors que l'essentiel de mon salaire, ça part simplement pour la nounou? Ben, il y a des gens, après on dit ouais mais il y a des gens, on n'a qu'à traverser la route pour aller trouver un travail. C'est quand même extraordinaire. Moi je me rappelle mon frère, pour payer au SMIC, il se tapait 3 heures de voiture. Et tu te dis mais en fait il me disait, l'essentiel de mon salaire, ça part en nourrice et simplement en essence pour la voiture. Quelle est, à la limite, tu restes tranquillement au chômage pendant 2 ans. Tu vois. Donc il y a comme ça une perte totale de valorisation du travail qui fait qu'il y a des gens qui te diront j'ai perdu complètement l'envie de me lever le matin. Être aussi mal payé pour un tel niveau Ça, pour le d'études coup. ou une absence d'études mais une pénibilité du travail. J'ai par exemple mon père qui a été pompier pendant 44 ans. Je sais pas si tu te rappelles en 2000, tu n'étais pas né en 2005-2006 ou Non. 2007. Non. Il y avait Je suis une, en 2010. il y avait une journaliste de, je crois, le journal Le Monde qui avait dit que les pompiers étaient les nantis de la République. C'était les termes exacts. Pourquoi? Parce que l'État avait donné un petit peu d'argent aux pompiers pour qu'ils puissent avoir des nouveaux camions. Parce que c'est quand même là-bas, ça peut être un peu choquant, mais si tu as du matériel pourri, bah, tu ne peux pas éteindre les incendies. Et cette journaliste avait sorti cet article absolument hallucinant. Elle avait dit les pompiers sont les nantis de la République. Les pompiers qui ont quand même un niveau de mort dans l'exercice de leur fonction qui est hallucinant, qui se pourrissent les poumons, tout ce que tu veux. Les pompiers sont quand même dans un sale état. Sénèque disait grand dommage dans la vie que de remettre à plus tard. Et ça a été la poudrière, c'est l'une des rares fois où les pompiers ont manifesté. Les pompiers, c'est un domaine professionnel qui ne manifeste jamais. Et moi, j'étais à Denfert-Rochereau, je me suis retrouvé dans la manif des pompiers. C'était la première fois que les pompiers manifestaient. Ils ont dit, mais attendez, on enterre nos collègues, ils crèvent dans des incendies et compagnie, et vous dites que nous, on était les nantis de la République. Mais quand tu as un salaire qui est relativement faible,
que tu as un métier qui est méga dangereux, et que je crois tu dois avoir un truc, je dis peut-être des bêtises, mais je sais pas, 150 euros de prime de risque. Non mais de quoi on parle? Donc tu as des mecs de 16-17 ans qui vont devenir pompiers, à qui on dit les mecs, vous êtes les nantis de la République, c'est pas grave si vos collègues crèvent dans l'exercice de leur fonction, qui est quand même un métier de dévouement et de sacrifice à la personne, et tu as une prime de risque dérisoire. Bah non, faut pas t'étonner derrière qu'après les gens ils aient pas envie. Non, Donc, c'est sûr. donc là on est vraiment dans le critère existentiel qui va favoriser la procrastination. Tu as un autre point qui est le côté purement pragmatique. Les gens parfois n'ont pas de savoir-faire. Et quand tu te retrouves, je l'avais déjà dit, sur une tâche complexe, bah, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas de méthodologie, tu n'as pas de savoir-faire, bah, le truc, tu vas le laisser tomber. Et ça, on a un gros problème de savoir-faire. Ça, c'est pour moi les causes les plus classiques de la procrastination. Et là, maintenant, on peut ouvrir le chapitre de la pathologie. Tu as aussi les gens qui vont procrastiner parce qu'ils sont malades. Le plus classique, c'est quoi? C'est la dépression, dont on parlait la dernière fois, le Neurolife du mois de décembre. Quand tu es déprimé, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de motivation. Tu n'arrives plus à te projeter dans le futur. Tout ce que tu as fait par le passé te paraît nul. Tu as une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, tu ne vas pas trouver l'énergie de te lancer dans un projet. Et comme déjà c'est dur de prendre une douche, bah bien évidemment, faire un truc compliqué sur Excel ou faire le ménage, terminé. Donc la procrastination dépressive, c'est pas un problème éducationnel, c'est pas un problème de choix de vie ou d'incohérence de tout ce que tu veux, comme on a dit depuis une vingtaine de minutes. C'est vraiment le cerveau, il n'a plus d'énergie, le cerveau s'effondre et tu ne peux plus aller jusqu'au bout de la tâche que tu devais accomplir. La deuxième chose, c'est l'anxiété. Pardon, surtout que du coup, alors, parfois ça peut arriver quand même que c'est la procrastination elle-même en fait qui amène à la dépression parce qu'on ne sait pas, par exemple, hein, on ne sait pas faire telle chose, donc on veut remettre à demain. Puis bah, du coup, en fait, le cerveau enregistre que la personne n'est pas capable de pouvoir faire telle chose. Donc forcément, ça renvoie une mauvaise image de soi. Et donc, en fait, on peut rentrer soi-même en fait, dans une dépression. Le deuxième critère classique de procrastination dite pathologique, c'est l'anxiété. Tu es tellement tétanisé par la peur de l'échec, par la peur de la catastrophe, par tout ce que tu veux, que du coup, bah, l'anxiété va te bloquer. Et comme l'anxiété est désagréable et que tu imagines mille choses horribles, bah, tu vas plus avoir tendance. Bah, du coup, tu es condamné à être obligé de procrastiner pour ne pas ressentir l'anxiété dans ton corps. Un autre point qui est très important, c'est le perfectionnisme. Et ça, il faudra que ce soit l'objet d'un Neurolive entier. Ouais. La majorité des personnes qui consultent pour procrastination sont des perfectionnistes. C'est qu'ils ont des standards tellement élevés que quand ils se mettent devant une tâche, ils se disent « Moi, si je le fais, c'est 300 pages et c'est parfait ». Et du coup, quand ils voient l'ampleur de la tâche, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils sont complètement démoralisés par leur propre perspective, leur propre challenge, que du coup, ils abandonnent. Ils restent toute la journée au lit, ils sont sous la couette. Ils vont s'y prendre au dernier moment pour être obligés. Et ce sont des gens qu'on va un peu qualifier de branleurs, de dilettantes et compagnie, alors que c'est justement les actes opposés. Ce sont des perfectionnistes. Donc la procrastination et le perfectionnisme sont tellement souvent collés en psychiatrie que ça me paraît difficile de soigner la procrastination sans soigner le perfectionnisme. Alors que toi, en tant que neuropsy, tu vas avoir toutes les pathologies du TDAH, du haut potentiel, des 10 et compagnie, où tu vas avoir moins de perfectionnisme et beaucoup plus de troubles attentionnels et compagnie. On va le faire, Élise, c'est obligé parce que... bonjour Élise. On va le faire, c'est obligé parce que c'est un gros problème et ça touche énormément de personnes. L'autre point... Ah mais Élise, elle n'est jamais venue sur le Neurolive. Dis bonjour Élise. Bonjour Élise. J'adore Élise. En tout cas, effectivement, en fait, ouais, j'ai pas souvenir d'un commentaire d'Élise. Ben non, elle est toute nouvelle, c'est cool. Un autre problème classique. Ouais, d'ailleurs, on est 2000. Il y a 2000 membres du coup sur 2000 membres. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, en fait, ce matin, on est passé à plus de 2000. Voilà. Un autre problème pathologique qui est étroitement connecté avec la procrastination, bah, c'est le TDAH. Parce que ça soit le versant, je fais style, je connais le TDAH, alors c'est ton taf. Entre le versant hyperactif, où le gamin il est tellement agité qu'il a du mal à se concentrer et avoir un flux attentionnel et de concentration sur une tâche, parce qu'ils ont une fatigabilité rapide. Et de l'autre côté, le déficit de l'attention, où il faut constamment lutter contre le cerveau qui déconnecte. Tu as quand même deux versants de la pathologie, si tu as les deux, qui vont tout faire pour que tu aies du mal à y aller. Alors, c'est pas le TDAH, enfin, le côté agitation, il favorise la procrastination, mais le versant déficit de l'attention, entre nous, quand ça fait des années qu'on te dit que tu es dans la lune, que tu fais pas d'efforts, que tu travailles pas, tu n'es pas bosseur, il y a un moment tu vas te dire, moi j'ai plus envie. Donc tu as le TDAH qui pose problème, et tu as la façon dans le milieu scolaire, et certains parents vont étiqueter l'enfant, qui va faire que l'enfant va développer un refus scolaire. Donc comment il va pouvoir se motiver ce gamin à mettre toute son énergie dans ses études, puisque de toute façon, sa maladie fait qu'il est constamment étiqueté comme un branleur, donc ça n'aide pas non plus.
Donc TDAH, pour moi, il y a un gros problème aussi de procrastination. Tu as tout ce qui est de l'ordre de l'opposition. Alors, c'est toujours intéressant le trouble oppositionnel ou les gens qui ont des fonctionnements oppositionnels. Ce sont des gens qui parfois on leur a tellement serré la vis. Et là, on n'est pas loin du perfectionnisme. Sauf que le perfectionnisme, il est très soumis. Alors que l'oppositionnel, tu sens qu'on l'a tellement embêté qu'à la fin, il y a un refus. En fait, il vomit totalement l'autorité, la frustration, la Il fait contrainte, la exprès de ne soumission. pas faire. Il Ouais. veut plus. Ouais. Donc du coup, bien évidemment, on va dire quoi? On va dire, mais attendez, c'est bon pour vous. Ouais, mais vous savez, moi quand j'étais gamin, on m'a mis plus bas que terre. Mon père m'a dit, tu me fais vomir en tant qu'enfant. Alors c'est sûr que là, au niveau de l'intolérance à la frustration, faut pas chercher quoi. Et les hauts potentiels. Alors on va pas tous les développer parce que j'ai mis des pointillés, il y en a plein. Mais les hauts potentiels, c'est quand même extraordinaire. J'en ai pas des masses des hauts potentiels, mais alors c'est intéressant. Ce sont des gens qui ont toujours été habitués à avoir des bons résultats en ne faisant pas d'efforts. Parce que ça circule vite au niveau des câblages. Ils mémorisent vite, ils connectent vite sans que ça connecte vite au niveau de la circuiterie, de la tuyauterie dans le cerveau. Donc ce sont des gens qui à l'école primaire ou au collège ont été habitués à avoir des bons résultats en lisant ou en écoutant. Puis après ils arrivent au lycée, à la fac, en BTS et là ça devient plus dur. Sauf que c'est pas que tu vas subitement apprendre la méthodologie qui est passer 2 heures à prendre un cours de géographie, relire 10 fois un énoncé. En fait, ils sont complètement paumés. Ils n'ont jamais eu besoin de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait un mec qui s'appelait Christophe, que j'aimais bien. Il était numéro un. Salut Christophe. Salut Christophe. Il était numéro un. On était ensemble tout le primaire, tout le collège, tout le lycée. Christophe était numéro un de la classe. Mais alors, il y avait un gouffre entre Christophe et Stéphanie, et moi j'étais troisième. Je me la pète, hein, mais j'étais troisième. T'étais sur le Et, podium. et j'étais sur le podium. Mais Christophe, il était au firmament. C'était là, c'était Beyoncé de l'école primaire. Au collège, il a cartonné. Et au lycée, boum, on apprend. Christophe a redoublé la seconde. Mais comment un mec comme Christophe a pu redoubler sa seconde? Parce que j'en suis intimement persuadé avec le recul, c'est-à-dire que c'est pas. Et quand tu arrives au lycée et les tâches sont beaucoup plus compliquées, tu peux plus te permettre de ne plus bosser. Sauf qu'il a été, malencontreusement, dédouané d'apprendre une méthodologie. Et ça lui a coûté très cher quand il arrivait à 15 ans en seconde, parce que c'était trop tard. Donc le haut potentiel, bah, son potentiel va faire qu'il ne développera pas de compétences. Et ça va forcément avoir un dommage collatéral qui est la procrastination. Tu voulais dire un truc? Ouais, sur le haut potentiel. Ouais. Parce que du coup, tu as commencé à parler du haut potentiel. Alors, le fait que haut potentiel et puis motivation et procrastination soient liés, ça, effectivement, c'est un fait. Le haut potentiel, non, ça va, Non, merci. c'est bon. Ouais, je tourne à l'eau. Non, c'est bien, quoi. En fait, du coup, alors, par rapport à ce que tu disais, déjà pour revenir en fait sur tu sais, le à quoi bon. En fait, alors, par exemple, tu as beaucoup d'enfants en fait qui vont se poser cette question du à quoi bon. Donc, en fait, forcément, ça va jouer par exemple sur la motivation aux alentours de l'adolescence. Là où en fait le haut potentiel, dès le plus jeune âge, en fait, il va poser la question du à quoi bon. Et c'est là où en fait, du coup, son comportement peut poser problème parce que lorsqu'on va dire à un enfant de 3 ans, range ta chambre, fais pour alors qu'en plus il s'ennuie, bah, dès cet âge-là, en fait, dès la maternelle, il va se dire bah, à quoi ça sert en fait que du coup j'aille à l'école. Vous m'imposez une contrainte alors que franchement en fait je n'ai pas besoin de ça et moi je sais justement comment autrement occuper mon temps. Donc j'en veux pas en fait finalement de ce que vous essayez de m'imposer. Ou alors en tout cas il cherchera à poser plein de questions pour essayer vraiment de comprendre et puis éventuellement trouver cette motivation. Le fait que le haut potentiel marche beaucoup en fait à la motivation, si ça ne l'intéresse pas, derrière il va pas être motivé. S'il n'y voit aucun intérêt, il va pas chercher à être motivé. Le fait que du coup il n'ait pas appris à apprendre, ça aussi du coup pareil c'est un fait. Normalement il va avoir des facilités. Donc à partir du moment où il va être confronté à une difficulté, bah, soit il va être dans l'évitement. Ça peut arriver aussi que certains d'entre eux cherchent à apprendre, mais pas forcément devant les autres. Ça veut dire Ouais. qu'il va pouvoir en fait travailler un petit peu dans sa chambre sans forcément du coup que les parents le sachent. Mais en tout cas, à l'école, il va pas chercher à montrer que oui, regardez comment je travaille. Parce que ça va être trop difficile aussi à gérer sur le plan émotionnel. Et c'est ça aussi sur le plan émotionnel, parce que tu parlais d'anxiété, le fait de savoir il y a telle chose qui va arriver, donc en fait on procrastine parce qu'on a peur, parce qu'on flippe de la deadline. Ça c'est pareil, ça, enfin, le haut potentiel, il sait très bien qu'il va y avoir un contrôle à la fin de la semaine, mais il va attendre d'être au pied du mur en fait, avant de éventuellement réviser. Ou alors on va dire un devoir, rendre un devoir, il va attendre le dernier moment en fait pour faire. Il va le garder en tête qu'il y a ça à faire. Ça va le stresser parce qu'il sait très bien que du coup il y a ça à faire et qu'en plus justement il ne faut pas se rater, qu'il va falloir bien le faire, mais il va attendre le dernier moment. Alors après normalement le haut potentiel il arrive quand même en fait à se surpasser, à gérer ce degré d'anxiété et à rendre quelque chose de bien. Moi je dis toujours normalement
il sera lui-même, il sera toujours en fait à sortir parce que il n'est pas dans un fonctionnement vraiment totalement destructeur. Il n'est pas dans le refus. Il est pas dans le refus. Il a du mal à gérer certaines choses, mais en tout cas, il arrivera quand même, alors que ça lui plaise ou non, qu'il trouve ou pas justement la motivation, mais il sera quand même obligé en fait de faire quelque chose. Un minimum en fait, ne serait-ce que par rapport à l'estime de soi. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport au potentiel. Après, tu as parlé du TDAH et tout, mais ça, on pourra en parler après, TDAH et puis les 10. Donc si on conclut cette énorme présentation sur la procrastination, les différents types de procrastination, les causes de la procrastination, le pourquoi du comment, finalement la procrastination c'est quoi? C'est l'alliance d'un problème de motivation et un problème qu'on appelle de volition. C'est quoi le problème de motivation? Le problème de motivation c'est pourquoi je vais le faire et quoi faire exactement. Ça c'est la motivation. Et le problème de volition c'est comment je vais le faire et comment je vais réussir à maintenir jusqu'au bout sans flancher. Donc entre la partie cognitive émotionnelle, pourquoi je vais le faire, ça a quel intérêt pour moi, et l'autre côté, ok, comment je fais, je commence et qu'il y a une distraction ou un parasitage, comment je vais pouvoir continuer jusqu'à la fin, ben c'est quand même multiple, il y a quand même 4 éléments dans cette histoire-là. Donc la motivation c'est quoi? C'est faire un choix qui va nous permettre d'aller vers un but. C'est la sphère décisionnelle. Alors que la volition, c'est les ressources que tu vas mettre en place pour concrétiser et finaliser l'action. Volition, c'est un terme qu'on utilise peu, mais dans les études sur la motivation, ils te parlent toujours à un moment de volition. Et on a plein de problèmes. C'est que souvent, il y a des gens, ils n'ont pas le côté pragmatique. Donc on va travailler sur la motivation, on va oublier la partie volition. Maintenant, ok, on a tout terminé. Les gens, ils aiment bien évidemment qu'on dise, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on propose comme astuce? Alors, les gens qui ont déjà vu les NeuroLive où tu m'as cordialement invité, bien que nous soyons chez moi, parce que c'est mon canapé, ok, avec mon affiche Miro, parce que j'avais été voir l'affiche, j'avais été voir les... Enfin, on s'en fout totalement en fait. Je disais quoi? On a mis de côté. Alors maintenant il faut des stratégies. Les stratégies. C'est ça. Parce que les gens qui ont vu les autres NeuroLive où tu m'as cordialement invité, bien que nous soyons chez moi, ont vu que j'adore perdre un temps phénoménal à dire quoi? C'est qu'on a une maladie. Et on a 50 portes d'entrée dans la maladie. Mais pourquoi j'insiste de manière obsessionnelle sur les portes d'entrée? Parce qu'une porte d'entrée, c'est un diagnostic différent, donc c'est une thérapie différente. Donc là, les astuces que je vais donner, les gens vont dire, ah bah je vais tester ça après avec mon mari, mon gamin et compagnie. Cool, ouais. Ça ne marchera pas, puisque vous ne savez pas si cette porte d'entrée est la bonne et si donc cette astuce est la bonne. Mais merci à toi. Donc on fait une présentation, on fait un panorama de tout ça. L'importance du diagnostic. Il faut qu'il y ait un Gabriel Raffi qui suive l'enfant pour quand même. Non mais l'importance du diagnostic, effectivement, ça c'est vraiment. C'est obligé, il n'y a aucune solution miracle. Et c'est pour ça que quand tu vois des bouquins grand public, ah bah tiens, le bonheur en 3 leçons, ou motiver l'enfant en 2 lignes directrices, comme si c'était aussi simple. Non, mais oui, parce que aucune stratégie n'est universelle. C'est pas comme ça. Même en fait, je pense que tu seras d'accord hein, par rapport à tel ou tel éventuellement trouble. Si la personne éventuellement en fait procrastine, bah en fait c'est pas grave. Pendant un temps en fait on se dira mais c'est pas grave, on va pas chercher en fait à changer ça. Il y a des parents en fait qui vont dire mais non et tout, moi je veux absolument par exemple qu'il fasse les devoirs lorsque du coup pour le lendemain. Ça dépend en fait comment se présente l'enfant. Ouais, moi je veux absolument que du coup il range sa chambre, je veux absolument qu'il débarrasse la table, franchement ça dépend de l'enfant. C'est pas forcément ça qu'il va falloir chercher à changer. Peut-être que du coup la procrastination n'est que la énième conséquence en fait d'un éventuel trouble et que finalement en fait l'enfant ou l'adulte n'a rien trouvé de mieux que de procrastiner un minimum, ne serait-ce que pour pouvoir affronter le lendemain. Au cabinet, j'ai un quart de procrastinateurs parce qu'ils sont perfectionnistes, un quart de procrastinateurs parce qu'ils sont dépressifs ou bipolaires, un quart de procrastinateurs parce que je sais plus ce que je voulais dire. Parce que je cherche une excuse pour. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire, ça m'est sorti de la tête. Et un quart de procrastinateurs parce que, en fait, ils ne voient pas l'intérêt d'aller jusqu'au bac alors qu'ils veulent faire une formation professionnelle. Et là, vous avez un débat qui est super intéressant, que je lève, enfin, qu'on va lever. C'est qu'il y a les parents qui sont parfois obsédés par les beaux diplômes. Il faut que le fils il soit avocat, il faut qu'il soit médecin. Mais il y a des gamins qui disent, moi, je vais juste avoir envie de faire un CAP boulangerie. Et j'ai plein d'adolescents qui viennent en disant, mais excusez-moi, moi, je veux devenir coiffeur. Et après, tu convoques les parents en disant, excusez-moi, entre nous, quel est l'intérêt que ce gamin il a jusqu'au bac, puisqu'on est en train de perdre des années sur un CAP. Oui, mais vous comprenez, si après il regrette, au moins il aura son bac. Mais attendez, votre gamin là, il n'a aucune motivation.
vous commencez à être sur son dos, les profs se retournent contre lui, il rate les cours, vous avez le lycée qui vous envoie des messages parce qu'il a séché 3 semaines enchaînées, ça va trop loin. Oui, mais vous savez, un CAP, vous avez un problème avec le CAP, vous avez un problème avec les métiers de l'artisanat. C'est bon, c'est pas des sous-cortiqués, ce sont des métiers qui sont importants. Et j'ai un paquet d'adolescents dont, si c'est pas de la dépression, si c'est pas du perfectionnisme, si c'est pas le petit 3 dont je me rappelle toujours pas depuis tout à l'heure, eh ben on a bien ce petit 4 qui est la sous-valorisation de certains diplômes par certains parents qui va entraîner que l'enfant va être obligé de faire des études supérieures alors que ça ne l'intéresse pas et qu'il vaudrait mieux le réembrayer direct vers des métiers d'artisanat ou de CAP parce que le gamin il a vraiment envie. Mais ça, faut recentrer sur l'enfant, faut recentrer sur l'enfant, faut recentrer sur la personne, hein. Même du coup en fait une personne adulte. C'est sûr que si on veut en fait arranger les choses, bah il va falloir en fait sortir de l'environnement et en fait vraiment recentrer sur ce que la personne elle-même essaie de communiquer. Parce que parfois en fait la procrastination n'est qu'un moyen de communication d'ailleurs la plupart du temps. Enfin par exemple pour un enfant ou pour un ado, ce n'est qu'un moyen en fait pour pouvoir communiquer un éventuel mal-être dans l'environnement dans lequel il évolue. Là, on n'a pas encore répondu aux questions. Hein. Donc non, mais parce que je vois en fait. Là, on termine notre exposé et après, on va reprendre les questions. Donc, ce qu'on vous dit, on reprend les questions et après, justement, on parlera en fait de TDAH. Juste pour répondre rapidement à Sandrine, l'empilement au potentiel TDAH, TOP, 10, troubles anxieux, bipolarité, tout ce que vous voulez, c'est pas parce que vous avez 50 couches que c'est forcément plus compliqué. Il ne faut pas s'arrêter à l'idée que plus il y a de couches, plus c'est incurable. Il y a des couches qui vont arriver, mais souvent les stratégies sont les mêmes. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut juste se dire, ok, on essaie d'identifier en quoi le HP il pose problème, en quoi le TDAH il pose problème, en quoi le trouble bipolaire il pose problème, en quoi le perfectionnisme pose problème. Et une fois qu'on a compris ça, quelles sont les stratégies qu'on pourra mettre en place? Mais ça, ce sera le boulot de Gabriel Raffi. Maintenant, on va parler des astuces. C'est quoi les astuces qu'on va mettre en place, c'est-à-dire les stratégies motivationnelles et volitionnelles qui vont permettre d'augmenter l'envie de passer à l'action et surtout de s'arranger pour que ça puisse se terminer. Les gros classiques, c'est quoi? Le gros classique qu'on oublie souvent, c'est que souvent la motivation est dépendante du contexte. Un gamin qui travaille dans un bureau où il a le téléphone portable, il a Facebook, il a la PS4, il a le machin qui sonne, alors il y a du bruit et compagnie, il ne faut pas espérer que ça fonctionne. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je ne peux travailler que si je suis en bibliothèque. Ok. Eh bien on va dire à cette personne, est-ce qu'on peut s'arranger pour aller travailler en bibliothèque? Il y a des gens qui disent, moi j'ai du mal à me concentrer, j'ai réussi à avoir mon bac parce que je travaillais en binôme avec quelqu'un. Ok. Est-ce qu'on peut créer des groupes de travail? Des gens qui vont dire, moi je déteste travailler avec quelqu'un parce que ça me perturbe. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se concentrer s'il y a de la musique. Il y a des gens qui, au contraire, arrivent d'autant mieux à se concentrer qu'il y a de la musique. Donc la façon dont on va créer le contexte. C'est super important. Moi, j'arrive pas à travailler en bibliothèque. Il y a trop de bruit. Je suis obligé de travailler avec de la musique. Maintenant, si la musique, je comprends le texte, du coup, ça me déconcentre. Donc il y a des contextes comme ça. Et le contexte, c'est super important. Il y a des gens qui diront, moi, je peux pas travailler plus d'1 heure. Je vais travailler 8 fois 1 heure. Les gens qui diront, si je me lance, c'est pour travailler 6 heures d'affilée. Donc il faut créer le contexte qui va permettre de pouvoir avoir un cerveau simplement qui a envie de bosser. Donc tout n'est pas que l'existence, les choix, les machins. Le contexte il est super important aussi. Tous les perturbateurs, le téléphone portable avec les gamins, ça ne peut pas fonctionner. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais la Mega Drive. Tu te rappelles de la Mega Drive? T'es trop jeune pour la Mega Drive. Enzo, non, t'en as parlé tout à l'heure. C'est vrai. Salut Enzo. Merci pour les ramen. Ça n'intéresse personne, mais Enzo, c'est le serveur d'un restaurant, on était à côté. Bonjour Enzo. Et bien en fait, il n'y a pas de mystère. Quand j'étais en train de travailler et que j'avais la Mega Drive juste derrière qui me disait Vincent, tu n'as pas terminé Mortal Kombat et Street Fighter, forcément, j'avais pas particulièrement envie de travailler. Donc entre Facebook et les notifications, ça c'est quand même extraordinaire. J'ai ma tête de vieux réac. Non, mais ouais, mais même, les patients adolescents dorment avec leur téléphone portable. Et j'ai une patiente qui m'a dit la dernière fois Tamagotchi. Je suis Tamagotchi. Il fallait absolument il fallait le garder en vie. Mais oui, il fallait le garder en vie. Mais j'ai une patiente qui me dit moi je dors avec mon téléphone portable parce que ce serait dommage si on m'envoyait un texto et je répondais pas. Et ça veut dire que si elle reçoit un texto à 2h du matin, il y a l'écran qui flash comme ça et elle va répondre au téléphone. Je dis non mais no way, il n'y a pas de notification sur ton téléphone, les WhatsApp, les machins et tout. Parce que c'est impossible de déconnecter en fait si on sort pas le téléphone de la chambre. Il y a même c'est pas possible. Il y en a en fait qui vont dire non mais je l'ai mis en silencieux. Non, ça marche pas. En fait, si on veut vraiment travailler, il va falloir le mettre en mode avion. De toute façon, tu le vois, la majorité des adolescents que tu reçois en consultation, ils mettent le téléphone sur la coudoir et ils le regardent pendant qu'il te parle. Le gamin, il est comme ça et il regarde son téléphone toutes les 10 secondes parce qu'il a reçu un texto. Beaucoup d'adultes aussi. J'ai des adultes qui regardent le téléphone et qui répondent en consultation. Donc ça, c'est un perturbateur. Et si ça arrive en consultation qui est super important, où les gens payent cher, il
Forcément, ça arrive quand ils sont dans leur bureau et qu'ils doivent travailler l'histoire géo. Le troisième problème, c'est le niveau de récompense. Alors, il ne faut pas éduquer l'enfant systématiquement quand il fait un truc bien, on lui met un sucre dans la bouche, on lui paye un PS4 et compagnie, parce que sinon, il ne peut pas y avoir que des motivations comme ça extérieures. Il faut aussi que le gamin il apprenne à avoir une discipline interne, mais on ne peut pas éradiquer les récompenses d'un processus d'apprentissage. Il faut qu'il y ait des récompenses. Il faut que ça tombe à un point comme ça. Qu'est-ce que ça va me permettre d'obtenir si je fais des efforts? Et on ne peut pas éduquer l'enfant dans l'aridité, dans l'austérité, où il y aurait zéro récompense, où il doit apprendre que c'est pour son bien. Quand on était enfant, on n'a pas été éduqué dans l'idée que ce serait bien. Donc il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on fonctionnait comme ça quand on en avait 11. Il faut qu'il y ait une carotte. Pas des carottes pour tout, mais il faut qu'il y ait des carottes. Il faut qu'il y ait des carottes. Le dernier point, c'est... Ou alors, en ce cas, lorsqu'il y a des carottes, que l'enfant comprenne que ce sont des carottes. Parce qu'en fait, parfois, en fait, il va y avoir des carottes, mais en fait, l'enfant, encore une fois, en fait, il va venir sur le ouais, et alors? Qu'est-ce que moi je m'en fiche en fait d'avoir 18 sur 20? Qu'est-ce que moi je m'en fiche en fait d'avoir tel jeu en plus? Qu'est-ce que je m'en fiche par exemple de faire. Mais je te reprends, quel est l'intérêt d'avoir 18 sur 20? Justement. Bah, après, il y a Ça sert à rien certaines d'avoir 18 sur personnes. 20. Non, mais il y a certaines personnes, justement, en fait, ça va participer à une certaine valorisation. Ils vont se dire, ah, chouette. Par exemple, là, encore une fois, je suis arrivé, je sais pas, je suis premier. Je suis premier de la classe. Je sais pas si c'est vraiment vital. Je sais pas qui est vraiment intéressé par être premier de la classe. Je pense que tu sais, la nature humaine fait qu'à partir du moment où on a un peu plus de 10, on est content. Mais que quelqu'un veuille taper sur le 18, soit il est perfectionniste, soit il part en derrière. Soit il veut rentrer dans une école, il veut devenir un pilote de ligne et il faut en effet avoir 18. Mais ce sera une carotte. Il faut qu'il y ait une carotte. Ouais, il faut qu'il y ait une carotte. Il faut qu'on l'aide dans la carotte. Un autre point, c'est ce qu'on appelle la théorie du flux mental. Le flux mental, il est super important. Tu te rappelles de ça, le flux mental? L'expérience de flux mental. Non, dis-moi. En anglais, c'est le flow. Ah oui, le flow. Et en fait, le flux mental, c'est quoi? C'est, il faut que la tâche soit suffisamment difficile pour être un challenge et être stimulante, mais pas trop difficile non plus, sinon elle sort de ton champ de compétences. Si la tâche est trop simple, elle est ennuyante. Et on le voit sur les jeux vidéo. Un jeu vidéo qui est trop simple, au bout d'un moment, tu n'y joues plus. Un jeu vidéo qui est trop dur, tu casses la manette en deux. Et ben, c'est pareil pour tous les processus d'apprentissage et c'est pareil pour tous les processus motivationnels. Il faut que ça soit assez dur pour qu'il y ait de l'adrénaline, mais pas trop dur. Donc, ça veut dire que la fenêtre, elle est relativement petite. Trop simple, trop dur, challenge excitant. Mais il faut aussi qu'il y ait une certaine durée. La durée trop courte, tu n'as pas le temps. La durée qui est trop longue, il y a une fatigabilité. Donc, il faut vraiment travailler sur le niveau de difficulté, le niveau de fatigabilité, pour être sûr qu'une personne puisse avoir une bonne motivation et une bonne volition, c'est-à-dire qu'elle arrive à le maintenir sur la durée. Et dans tout ce qui est TDAH et compagnie, bien évidemment, le degré, la fenêtre de fatigabilité elle est relativement plus courte. Et le dernier problème, j'ai un peu déjà évoqué, c'est le volume de la tâche. Tout le monde n'est pas fait pour travailler 6 heures d'affilée. Moi, je le vois avec beaucoup de patients adultes. On travaille beaucoup sur l'idée que souvent, ils ne font pas assez de pause. Donc, comme ils ne font pas assez de pause, ils arrivent au boulot à 8h30, ils regardent leur montre. Il faut aller jusqu'à midi et demi comme ça. Devant l'idée qu'il va falloir bosser pendant 4 heures, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont serrer des mains, ils prennent un café, ils vont faire des photocopies, ils regardent leurs emails. Et à 10h30, ils n'ont toujours pas commencé à bosser. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? L'idée que je vais travailler pendant 4 heures sans discontinuer a provoqué la procrastination. Ils n'ont donc pas bossé pendant 2 heures. Quand je leur dis, écoutez, on peut bosser par tranche d'une heure. Vous travaillez 1 heure, vous faites une pause de 15 minutes ou une demi-heure, vous bossez pendant 1 heure, vous faites une pause. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à se lancer. Et plus tu intègres des pauses et plus les volumes sont courts, plus ils travaillent. Alors soit ils travaillent plus longtemps que prévu, soit ils travaillent moins longtemps que prévu, mais c'est de meilleure qualité. C'est qu'ils arrivent à terminer en 6 heures ce qu'ils auraient fait en 9 heures. Donc il faut toujours prévoir des phases courtes, parce que la motivation, comme je leur dis, c'est une maîtresse capricieuse. J'adore, t'as vu, je suis poète. Hein. C'est une maîtresse capricieuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui décide. Et quand tu veux lui faire à l'envers, elle te le fera payer. Donc comme c'est la motivation qui décide de tout, si tu ne respectes pas ce qu'elle tolère, tu vas obligatoirement tomber dans la procrastination. Plus tu caresses la motivation dans le sens du poil, et plus tu pourras obtenir quelque chose qui t'intéresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en gros, si on est trop frustré, derrière, on va chercher en fait à se défouler. Ça veut dire que si tu n'es pas au clair... C'est quoi la motivation en fait finalement qui va te faire payer? Ça veut dire que si quelqu'un te dit, moi je veux bien là tout de suite passer un coup d'aspirateur, mais c'est pas aspirateur plus repassage, je te dis non, c'est les deux ou rien, tu obtiendras du rien. Et c'est bien ça le problème, c'est que la motivation, elle peut très vite taper dans le tout ou rien. Donc plus tu vas bas, plus tu vas obtenir quelque chose de moyen. Si tu tapes trop haut, tu iras systématiquement vers le bas. Ouais. Okay. Donc ça, c'est les grandes lignes directrices de mes astuces. Maintenant, comment on va pouvoir agir? On peut agir avant que le problème il arrive. Quelqu'un qui systématiquement
tombe dans la procrastination. Évidemment, on va lui dire, écoutez, est-ce qu'on peut reprendre un peu les situations et essayer de comprendre quel est systématiquement le point de blocage. Quelqu'un qui va te dire, écoutez, moi, systématiquement, c'est toujours le même problème. J'ai tellement peur de l'échec que je commence pas. Ok, c'est une angoisse de performance. C'est pas la procrastination qu'on va soigner, c'est l'angoisse de performance. On va lui dire, mais qu'est-ce que vous appréhendez? C'est quoi votre scénario catastrophe? Est-ce que ça a déjà eu lieu? Comment on pourrait voir autrement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? On va faire la résolution de problème. Ça, c'est le biais de projection. Et les gens qui vont te dire, moi, je me dis, comment je vais me sentir si ça n'a pas marché? J'ai passé 40 heures sur un projet, et d'ailleurs, bide intégral. Non, ce serait, pour moi, ce serait pire que d'aller à l'échafaud, quoi. Vaut mieux bosser 1 heure et rater que bosser 40 heures et travailler. Donc là, tu vas travailler sur ça. Quel biais d'impact? C'est la gifle ou l'effet boomerang que tu vas te prendre en pleine tête. Donc ça, il faut travailler là-dessus avec certains patients. Il y a d'autres patients aussi qui sont sur ce qu'on appelle le biais de mémoire. C'est que comme il y a eu des échecs passés, ils n'arrivent plus à se remotiver. Et là, il faut quand même débriefer tous ces échecs, ce qu'on fait beaucoup avec un enfant, notamment sur les performances sportives, l'école, la musique et tout. Si tu débriefes pas un échec, tu ne pourras pas casser les processus de démotivation. Donc, il faut reprendre les problèmes passés et mettre en place la compréhension du problème et mettre en place de nouvelles projections pour le futur. Okay. Le deuxième angle d'attaque, c'est travailler sur l'impulsivité, parce qu'on a un gros problème d'impulsivité. Moi, j'ai quelques TDAH adultes. Le TDAH adulte, je bosse que sur l'impulsivité. L'impulsivité de l'alcool, de la drogue, du sexe, des dépenses d'argent, l'impulsivité dans les engueulades, l'impulsivité sur les décisions financières. On travaille que sur l'impulsivité. Et souvent, le problème, un peu dans les toxicomanies, c'est qu'on va leur dire, écoutez, faut pas faire. Oui, faut pas faire. Ça, c'est vraiment la méthode des années 90, faut pas faire. Sauf que le problème, c'est que les patients, ils ont déjà essayé 1000 fois de pas faire. Et ça marche pas, parce que l'impulsivité, c'est une émotion qui monte tellement haut, ça touche le plafond en 10 secondes. Et ça veut dire que le patient, entre le moment où ça va partir de 0 et monter à 10 000, tu as 3 secondes 25 pour prendre une décision. Et une décision ne peut pas marcher en 3 secondes 25. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On ne va pas miser sur l'interdit. Moi, ce que je mise avec mes patients, c'est tout est autorisé, mais désolé, il y a 5 à 10 minutes d'attente. Parce que la courbe d'impulsivité va monter et elle va redescendre. Alors, elle va peut-être pas redescendre en 10 minutes, mais travailler 10 minutes, ça permet peut-être de faire une demi-heure dans un mois et peut-être 45 minutes dans 2 mois. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rendre compte que la courbe d'impulsivité, elle est retombée avant la fin du décalage. Donc, par exemple, je le fais avec des patients qui boivent de l'alcool ou des choses comme ça, qui ont des binges de sucre. Je dis, vous avez le droit de bouffer 10 paquets de gâteaux. On est bien placé pour donner des conseils. Mais vous avez le droit de bouffer 10 paquets de gâteaux si vous voulez. Mais entre le moment où vous avez l'envie et le moment où vous allez acheter les gâteaux, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas dans les placards, vous avez le droit d'acheter des paquets de gâteaux, mais il y a 10 minutes d'attente. Puis la courbe d'impulsivité, elle monte, elle redescend. Et il te dit, par exemple, au bout d'un mois et demi, qu'à 80% de résultats, c'est-à-dire dans 80% des cas, il ne va pas manger de sucre. Donc l'interdit démultiplie la frustration. Donc là, on va travailler sur le décalage de l'autorisation et ça marche beaucoup mieux sur l'impulsivité et l'impatience. Tu peux aussi fragmenter dans l'impulsivité. Quelqu'un qui dit juste bonheur, ça m'emmerde. Ok, et si c'est plus petit, si on travaille plus rapidement, qu'on fait une tâche moins complexe, on la coupe en petits morceaux, la fragmentation, créer des sous-tâches, ça aide aussi sur cet axe de l'impulsivité. Le troisième point, c'est d'agir sur l'intolérance à la frustration en tant que telle. Elle peut être connectée à l'impulsivité, elle peut être connectée à plein de choses. Mais l'intolérance à la frustration, c'est souvent simplement discuter. C'est quoi vos buts de vie, au fait? Et là, tu vas avoir tout l'apport de ce qu'on appelle la thérapie ACT, d'acceptation et d'engagement. C'est de dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre vie? Vous aspirez à quoi? Mais qu'est-ce que vous auriez aimé? Mais dans 20 ans, est-ce que vous aurez des regrets? Alors, je te le fais de manière très simpliste, parce que là, les partisans de ACT vont me massacrer, mais je vais vraiment dans les lignes directrices. Et quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est quoi le plus petit pas que vous pourriez faire qui vous rapprocherait de ce qui compte vraiment pour vous? Alors, on va pas faire les grandes révolutions parce qu'ils n'arriveront pas à les tenir. Mais le plus petit pas, c'est quoi? Ok, je veux bien accorder 5 minutes de plus ou relire 2 fois la consigne. Ok, 2 fois, ce sera peut-être 4 dans 3 semaines. Ou alors, le truc que j'aime bien aussi, qui est une métaphore A que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous quand vous serez mort? Ou quand on viendra poser des fleurs sur votre tombe, qu'est-ce que vous aimeriez que vos amis et votre famille pensent de vous? Et souvent, les gens, ils ont des clics, ils ont un peu la larme à l'œil en disant j'aurais aimé qu'on dise de moi ça. Et là, tu es en train de les remettre sur c'est quoi vos buts de vie. Les buts qu'ils ont complètement oubliés parce qu'ils aiment tellement pas la frustration que là, tout de suite, j'ai pas envie de souffrir. Ok, vous n'avez pas envie de souffrir, moi non plus, j'ai pas envie de souffrir. Mais qu'est-ce que vous foutez sur la planète Terre? Et qu'est-ce que vous allez regretter amèrement? Donc, tu reviens un peu, tu les remets sur les rails. Qu'est-ce qu'on fout sur la planète Terre? Pourquoi vous êtes là? Et qu'est-ce qui va faire que vous allez kiffer la vibe le matin en vous levant? Ok, ça c'est le travail sur l'intolérance à la frustration.
On peut agir sur la perception de la situation. La perception de la situation, c'est comment vous la voyez. Est-ce que c'est une menace? Vous la voyez vraiment comme une menace? Bah ouais, le morceau de piano, il est un peu moyen. Moi, je passe dans une semaine au concours. C'est une menace? Vous ne trouvez pas que c'est un défi? Ah non, parce que si je me plante, je vais retaper mon année. Bien sûr, vous allez retaper votre année, ça c'est le côté négatif. Mais j'ai une phrase que j'aime bien. Je dis, vous savez, pendant que vous usez vos doigts sur le clavier du piano, il y a des millions de personnes qui sont tranquillement assis le cul devant la télé. Vous faites cet effort courageux de vous emmerder à faire des gammes de piano. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est un beau challenge. Carrément. Franchement, entre nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous ratiez votre audition? Et puis si demain on interdit le piano, on vote une loi, vous n'avez plus le droit de jouer de piano. Ah bah ça me ferait mal au cœur. Pourquoi? Bah parce que j'aime la musique. Ok, donc vous faites du piano pour réussir des concours, ou vous faites du piano parce que vous aimez fondamentalement la musique. Donc tu vas les recentrer aussi sur la perception du truc. C'est un défi, c'est une menace, c'est un challenge, c'est de l'épanouissement. Il faut qu'on arrive à voir la situation de manière un petit peu différente, tu vois. Et tu vois, c'est là où, en fait, où du coup je parlais de perception, finalement, en fait, de la carotte. C'est dans le sens où il faut que la personne, en fait, elle ait de nouveau peut-être conscience Ouais. des carottes qui sont aussi, en fait, à sa disposition. Et dans cette perception de la situation, là aussi on va mettre de la thérapie acte. Ouais, mais moi désolé, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Ok. Est-ce qu'on a moyen d'agir sur la situation? Est-ce qu'on peut vraiment modifier certains aspects pour qu'elle vous plaise un peu plus? Ou est-ce qu'on va se rendre compte au bout d'un moment que vous êtes un peu dans le déni? C'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, souvent, il y a des patients qui disent, moi, j'en ai marre de me friter avec mes collègues dans entreprises. Donc, je suis parti dans une autre entreprise, je me suis frité avec les collègues. Et j'ai fait 43 entreprises, je me suis frité avec les collègues. Je leur dis, mais depuis quand il n'y a pas une seule entreprise au monde où on ne se frite pas avec les collègues? Jusqu'à votre mort et dans 10 000 ans, on continuera à se friter avec les collègues. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et parfois, c'est bien de leur faire un peu une épreuve de réalité pour qu'ils se rendent compte qu'ils procrastinent parce qu'ils pensent que les choses sont fondamentalement injustes. Il y a des choses qui sont. C'est pas qu'elles sont injustes, c'est qu'elles sont comme ça. fait partie de la Les vie. gens meurent de vieillesse. Il y a des gens qui ont des cancers. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, quand tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux pas fonctionner. Donc tu peux pas te libérer de la procrastination. On peut travailler aussi sur l'émotion que les gens vont ressentir dans le corps. Et là, il y a plein de techniques. La relaxation pour l'anxiété. Demander simplement de l'aide quand on a l'impression qu'on manque de ressources. C'est bien aussi d'être formé, d'être épaulé, d'apprendre des techniques parce qu'il y a un gros problème de manque de ressources et de manque de compétences. C'est bien aussi de débriefer, de relativiser avec quelqu'un qui vient de vivre un échec pour arriver à temporiser le truc en disant hey, tu aurais très bien pu ne rien faire du tout, hein, entre nous. Tu aurais même pu ne jamais tester. Et puis attends, Michael Jordan, il est arrivé à ce niveau-là aussi parce qu'il a passé 4000 heures à essayer de foutre le ballon dans le panier, quoi. Et puis travaille aussi sur l'acceptation du pire. C'est quoi le pire qui pourrait te tomber sur la tronche? Bah le pire du pire du pire, ce serait ça. Ok. Et tu pourrais survivre? Bah dans l'absolu, oui. Donc là, tu vas travailler sur l'émotion en tant que telle. Il faut travailler sur les savoir-faire, donc ça je l'ai dit un peu. Bah, en fait, oui, j'ai inversé les deux. Et le dernier point, parce qu'on a quasiment fini, après on va pouvoir répondre aux questions, cette question de la peur. Ah, tu vois ce que je veux dire, la peur? Ouais. Ben, si tu baisses sans capote, tu auras des maladies. Si tu manges du sucre, tu auras un diabète. Et puis les gens qui disent, ah bah, vous allez voir la radio de vos poumons, ah, les poumons, là, vous allez crever. Ça marche pas. Enfin, si ça marche un petit peu, mais ça marche pas très longtemps. C'est ce que tu disais, même ne serait-ce qu'avec les pubs et tout, là, de sensibilisation. Ça marche pas. C'est-à-dire que cette idée, oh, on va faire une thérapie électrochoc, on va dire, oh ben, tu te rends compte, hein, tu vas devenir chômeur, etc. Ou tu sais, le truc que je trouve hallucinant, c'est. Je l'ai jamais vu pour de vrai, mais j'ai déjà vu dans des films, c'est, hein, tu vois, tu passes devant un éboueur et puis tu as les parents qui disent, tu vois, tu finiras Oui. comme ça. Le fait que c'est hyper humiliant pour tout le monde, mais ça marche pas. Parce que ce truc-là, soit il va choquer et il va traumatiser, et après le gamin il est comme ça et toute sa vie sera tétanisé et on est en train de le rendre perfectionniste, tétanisé et on est en train de faire l'exact opposé. Ou alors simplement il va y avoir une gifle, c'est que la personne va dire bah ouais je fais 130 kilos, mon médecin m'a dit vous arrivez à un niveau de diabète où on va vous couper les orteils. Donc la personne elle fait un régime, elle redescend à un niveau en dessous, puis elle va remonter, puis elle va redescendre. Et donc ça marche pas parce que quand tes analyses de sang sont mauvaises, t'es motivé, quand elles redeviennent bonnes, tu vas retomber dans l'écueil. Peut-être Ouais, parce là- que si tu prends du poids, c'est peut-être que tu as des troubles émotionnels qui provoquent que tu prends du poids. Donc, le menacer, la peur, tu vas finir machin, tu seras un moins que rien, on va te couper les vies, ça ne marche pas. Ça marche pas parce que ça n'a jamais marché. Et petit 2, parce que le cerveau a une capacité à digérer tout. Par contre, ça peut aussi entraîner le côté oppositionnel. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et il y aura quand même des écueils à tout ce que je viens de dire. C'est que les pathologies neurologiques, ça va être plus compliqué, mais ça, c'est ton chapitre. La dépression, tant qu'elle n'est pas soignée, il ne faut pas espérer que la personne soit motivée. Et il y a un petit dernier qui s'appelle l'impuissance acquise. Tu connais l'impuissance acquise? Non. L'impuissance acquise, c'est ce concept qui a été créé par Seligman.
En fait, c'est quoi? On met des chiens dans une cage et on met des chiens à côté. Ils prennent des courants électriques, ils peuvent appuyer sur des boutons, ça n'empêche pas les courants électriques. Dans la deuxième cage, quand ils appuient sur certains boutons, ça arrête les courants électriques. Et après plusieurs semaines de ce traitement, on sort les chiens de la cage. Les chiens qui pouvaient arrêter les courants électriques s'enfuient. Et les chiens qui ne pouvaient pas arrêter les courants électriques se prostrent et n'essayent même plus de s'enfuir. C'est qu'ils ont appris que quoi qu'ils fassent, c'est mort. Et tu reçois des patients qui procrastinent petit, que quoi qu'ils fassent, c'était mort. Et là, tu pourras faire toutes les techniques qu'on vient d'expliquer parce qu'ils se conçoivent comme fondamentalement nuls. En fait, ils te diront, je n'ai même pas envie d'essayer parce que je sais déjà que ça ne marchera pas. Donc, ils ont une estime d'eux-mêmes, une image d'eux-mêmes qui est tellement dépréciée que tout ce qu'on a dit aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc, la puissance acquise, il faut y faire attention à ce qu'on appelle le schéma d'échec ou le schéma de nullité en thérapie des schémas ou en EMDR. Et là, pour le coup, il faudra faire de la thérapie des schémas ou de l'EMDR. J'ai terminé. À toi, débrouille-toi. Alors, c'était super intéressant. Bisous, bisous. Attends. Ouais, mais on va déborder un petit peu. On va un petit peu déborder, ouais. Alors, Du coup, on répond aux questions parce que. on peut répondre aux questions. Alors, Bah, de toute façon, alors, est-ce qu'on les va questions. répondre aux questions aujourd'hui là? Ah, attends, encore plus haut, plus haut. Non, plus non, haut. c'était là, c'était là. Non, il y en a encore plein d'autres avant, t'es sûr? Bah, en tout cas, de ce que t'as. Alors, l'EFT, c'est quoi l'EFT? Je sais pas. Petit dans quel domaine? Non, regarde, tu vois, regarde. Hop, hop, hop. Ah, celui-là, celui-là. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous, je prends en cours le live. Comment motiver un enfant TSA de 12 ans qui ne voit pas l'intérêt des devoirs car pour lui, il travaille toute la journée avec refus de les faire. Crise, colère. Alors ça, effectivement, ça arrive comme chez pas mal d'enfants, alors que ce soit au profil TSA ou pas d'ailleurs, qui ne comprennent pas l'intérêt en fait de devoir travailler en plus à la maison alors que justement ils se sont tapés une journée de contraintes J'ai reçu des notifications sur mon téléphone. à l'école. Je te laisse parler, hein. C'était ma mère qui te dit bonjour. Bonjour. C'est tout à fait ça. Mais t'as pas Alors, répondu à ça- la question du coup. Bah, en Tu fait, n'as pas répondu à la question. comment on fait pour travailler avec un enfant de 12 ans qui voit pas l'intérêt des devoirs? Et, Un enfant TSA de 12 ans qui voit pas d'intérêt. Ben, c'est compliqué parce que il y a quand même le TSA, mais en même temps, c'est quoi les dynamiques du est-ce qu'il TSA voit qui l'intérêt provoquent déjà en fait de travailler à l'école? Parce que déjà en fait, il faut voir l'intérêt en fait de travailler à l'école. Après, par exemple, ce qui peut marcher aussi avec certains enfants, c'est s'il y a des temps d'études. Là, pour le coup, en fait, pour l'enfant, ça va être un petit peu plus logique de travailler sur les temps d'études que sur l'heure d'études, par exemple, que de devoir faire les devoirs à la maison. Parce que ça, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui, une fois arrivés à la maison, en fait, veulent être totalement tranquilles. En tout cas, n'aient plus quelque chose à faire en lien avec l'école. Donc là, à ce moment-là, en fait, s'il est possible, par exemple, d'aller en heure d'études, ça serait l'idéal. Je peux Parce que permettre pour lui, une c'est plus petite logique. remarque. Je peux permettre une petite remarque. Parfois, quand un enfant, alors, TSA ou pas, parce qu'il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est TSA, forcément, ça va être dû au TSA. Moi, j'essaie de réfléchir en dehors du TSA, ce qui est peut-être une erreur, mais tant Non, pis. non, non, non. Si l'enfant il veut pas faire ses devoirs et il en arrive à des crises et des colères, c'est peut-être parce que de base, sur l'intolérance à la frustration, il y a même des choses encore plus petites qu'il a du mal à faire. Donc avant d'essayer de l'apaiser et d'obtenir moins de crises et moins de colère sur les devoirs, c'est intéressant de commencer déjà à l'aider sur des tâches plus petites. Par exemple, est-ce que ce gamin, il est capable de vous aider à sortir, à mettre la table? Est-ce qu'il est capable de temps en temps à vous aider à sortir le linge de la machine à laver? Parce que si vous arrivez à travailler l'intolérance à la frustration et à la contrainte sur des choses plus simples, vous allez progressivement réussir à lui faire un jour accepter de faire ses devoirs. Mais j'ai peur qu'il y ait un gap entre ce qu'il est capable de faire et ce qu'on attend. Et là, il y a un trou, une marche qui est trop haute. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, ça, effectivement, est-ce que déjà, en fait, ce qu'il fait à l'école, ça lui est facile ou pas? Parce que si déjà, en fait, c'est difficile pour lui, ce qu'il fait en cours, il n'a pas forcément en plus envie d'être en difficulté à la maison. Si, par exemple, à l'école, il est accompagné, s'il a une aide, bah, du coup, il n'a pas forcément envie non plus de devoir bénéficier d'une aide à la maison, surtout que là, il a 12 ans, donc en fait, s'il pouvait un petit peu se détacher de ses parents, par exemple, pour tout ce qui va être en lien avec la scolarité, bah, pour lui, c'est parce que du coup, à 12 ans, faire les devoirs avec ses parents. Donc en fait, il faudrait voir. Alors, soit en fait de manière Et générale. comment il son refus? Est-ce que c'est Alors, purement apparemment, émotionnel, c'est niet? ouais, c'est crise scolaire. Alors, mais justement, alors soit en fait niveau de difficulté de manière générale,
ou alors vraiment en fait niveau de difficulté, mais par rapport aux apprentissages, par rapport à l'école. Mais s'il voit pas lui réexpliquer, c'est en même temps de lui dire, mais toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais à nouveau, ce qui est très compliqué dans le NeuroLive, c'est qu'on va essayer de nous trouver des stratégies avec un enfant qu'on n'a pas vu. Non, Donc, bien on va sûr, vous c'est pour donner ça que là, oui, directrices, voilà. mais est-ce que c'est TSA? Est-ce que c'est un problème purement émotionnel? C'est un refus émotionnel parce que ce cerveau est trop intense? Ouais, et puis Est-ce c'est que c'est parce qu'il ne voit ça, pas l'intérêt c'est, par rapport à ce qu'il veut faire plus tard? C'est vaste. En fait, c'est vaste. mais l'intérêt des devoirs, de toute façon, ça c'est quelque chose et tout qui va concerner quand même pas mal Ça, d'enfants. Tout ce qu'on a, c'est au-dessus, c'est bon, on a vu. Ah, on a fait? D'accord. Ouais, on a fait. Du coup, je suis vraiment sur le deuxième point. Ça, c'est t'avais déjà répondu. Là, il y a plein de profils. Bonjour Cindy. L'important, c'est qu'il choisit. Alors, exactement. Donc, séquencer une tâche sera plus efficace que de tenter de les faire tous Pour d'un tout le coup. monde, hein. Pour tout le monde. Même pour un adulte. Parce Par exemple, Anne-Béatrice, on vous dit, bon, bah c'est parti pour 4h30 de réunion. Ah non, Bah, non, alors déjà, donc, en fait, c'est qu'on aime bien, enfin, en tout cas, perso, je pense qu'on aime bien en fait savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine. Déjà, ne serait-ce que ça, en fait, de devoir mettre des repères, que ce soit pour un enfant, pour un adulte, c'est toujours plus facile après derrière à pouvoir appréhender et pouvoir se dire, bon, bah, du coup, quel niveau d'énergie j'ai besoin d'utiliser pour pouvoir rentrer dans la tâche. Chacun d'entre nous, on va avoir comme une batterie, on va dire, d'attention ou on peut justement de charge mentale. Et du coup, en fait, on va devoir utiliser cette batterie-là et forcément, arriver à un moment donné, ben, on a besoin de recharger. Ça peut être une pause où on va aller manger un biscuit, ça peut être une pause pipi, ça peut être une pause justement, ça peut être une pause où on va dire telle chose à nos frères et sœurs ou à nos parents. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on va avoir besoin d'une pause pour pouvoir recharger cette batterie et pour pouvoir être dans une tâche. Donc après, effectivement, le fait de séquencer, ça sera toujours plus facile, plus évident. En soit, en fait, qu'on séquence ou pas, pour moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment important de se dire, bah voilà, on va travailler, on va faire telle tâche jusqu'à tel moment. Sandrine, moi je n'arrive pas à découper en petits pas. Avance et des petits pas, ça se voit pas, sinon c'est tellement frustrant et décourageant, envie d'abandonner. À quoi bon si ça avance pas? Bah Sandrine, vous allez adorer le NeuroLife sur le perfectionnisme. Parce que les perfectionnistes, ils se prennent. Non, ça doit fonctionner. Boum, je suis capable de jouer Beethoven en ne sachant même pas lire une partition. Donc si j'y arrive pas, ça m'énerve et ils lâchent, ils abandonnent. Et le perfectionniste, il est à fond dans le tout ou rien. Donc justement, c'est parce que vous allez entraîner votre cerveau à faire des mini-tâches et à tolérer l'émotion de frustration que vous allez pouvoir détruire le perfectionnisme. Mais en tout cas, Sandrine, on se voit la prochaine fois sur le perfectionnisme. Je suis Un peu comme vous, mais du coup, je ne commence pas sous-estime de soi, manque de confiance, sentiment Et d'infériorité. bien pareil, Anne-Béatrice, on est aussi dans le perfectionnisme. Alors après aussi, c'est ça, c'est que du coup, lorsque en fait on se rend compte qu'on a du mal, qu'on n'arrive pas, bah derrière en fait on arrive à un sentiment de résignation où on se dit bah voilà en fait on laisse tomber Mais là parce que c'est c'est même trop pas j'y arrive difficile. pas. Faire 2 fois une tâche, le cerveau Ouais, il ne est pas peut pas d'intérêt, ouais. acquérir. Vous ne pouvez pas apprendre un poème de La Fontaine en le lisant 2 fois, il faut le lire 40 fois. Sauf que le perfectionniste, il part du principe que quand on veut vraiment et qu'on est intelligent, on est capable d'apprendre comme ça. Mais le neurone derrière lui, il est là, il a besoin de répétition. Ah, vous ne pouvez pas développer une compétence. Donc c'est le postulat de départ. Quand on veut, on peut. Ça c'est faux. Si on est vraiment Après, intelligent, ça ne marche pas comme ça. Après, le perfectionniste, il est quand même aussi capable en fait de ne plus manger, de ne plus truc parce qu'en fait il faut qu'il aille jusqu'au bout Bah, bien sûr. de ce qu'il a Alors, entamé comme activité. soit il commence et c'est immense, Ouais. soit il commence, il n'a pas ce qu'il veut et il abandonne. Donc le perfectionniste ne peut pas faire des nouveaux apprentissages parce qu'il n'a pas la patience de créer l'apprentissage. Mm. Parce qu'il part du principe que quand on est intelligent, on capte tout de suite. Et à côté, il y a le mec qui va répéter bêtement 40 fois et qui va commencer à devenir beaucoup plus fort que toi parce qu'il laisse au neurone la possibilité d'apprendre. Alors la peur, ça effectivement de toute façon on a vu que donc ça ne marchait pas parce qu'en fait c'est ni un apprentissage ni. Attends, je vais faire de ce côté-là parce que comme ça on voit pas le doigt. Capacité, apprend. Qu'est-ce qu'ils ont mes doigts? Ah, Tellement vrai cette histoire de repère, ne serait-ce que savoir qu'il y a une fin, effectivement. ouais. Comment j'aurais bien les difficultés organisationnelles, de la dyspraxie et de la procrastination? Alors, que ce soit en fait TDAH, que ce soit les troubles des apprentissages, n'importe quel 10, en fait on part du principe, merci, que la personne, donc elle présente des difficultés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une tâche
qui va être entre guillemets normal, ordinaire, banal pour l'adulte ou l'enfant tout venant, va être plus difficile pour la personne qui est concernée par un trouble des apprentissages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, la personne, forcément, en fait, elle part avec une difficulté. Je vais avoir éventuellement la flemme de faire telle chose C'est vrai. parce que je vais avoir la flemme de faire telle chose parce que en fait ça va être plus difficile pour moi. Vincent il a rappelé dès le départ, il a dit que chacun d'entre nous était quand même partisan du moindre effort. C'est normal, ça c'est pour n'importe qui d'entre nous. Donc déjà en fait qu'on n'a pas envie forcément de faire des efforts, il faut partir du principe que la personne qui présente un 10 va devoir faire 2 fois, 3 fois, 10 fois plus d'efforts pour arriver à peu près au même niveau que les autres. Exemple, ne serait-ce que par exemple la dyslexie, bah, à partir du principe en fait que du coup une personne qui présente une dyslexie, les, chaque mot en fait ne s'écrit pas comme ce que lui il avait imaginé. Donc il y a un effort tellement en fait important, conséquent de déchiffrage de chaque mot qu'évidemment en fait l'enfant il va pas sauter de joie en se disant ouais il va falloir lire un livre par exemple pour la semaine prochaine. Ou même ne serait-ce que relire sa leçon à la fin de la journée. Donc forcément, ça va jouer sur la motivation, donc forcément, ça va jouer aussi sur la procrastination, où la personne ne va pas vouloir faire ce qu'on attendrait de lui. Alors, de toute façon, tout ce qui concerne le scolaire, et ça pour le coup, ça rejoint aussi ce que tu disais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, je vais super généraliser, mais l'école ne donne pas forcément envie en fait de vouloir apprendre Parfois, c'est pas très ludique. Hein. parce que c'est pas très ludique, parce que c'est pas adapté à justement en fait à la rapidité, moi j'ai l'impression en fait de ce que le cerveau pourrait faire, et du coup l'école ne donne pas envie forcément en fait de vouloir travailler, et parfois même en fait du coup va pas forcément nous motiver à vouloir éventuellement avoir tel métier ou voilà ce genre de choses. Euh, 1h15 de neurolive. ouais c'est bien. C'est bon, ça va couper? Non je pense que c'est bon en fait, on peut aller jusqu'à 1h30. Ouais. On va passer la nuit à discuter avec vous. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que déjà, dès le départ, si la personne travaille avec l'enfant, partir du principe que forcément, en fait, ça va être difficile. Il faut partir de ce principe-là. Donc, ça va lui demander beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Après, on voit, après, en fonction de chaque 10 comment on peut faire pour travailler ou ne serait-ce que, par exemple, motiver un minimum la personne. Je pense qu'il faut toujours encourager la personne, il faut toujours valoriser, et il faut y aller étape par étape. On augmente le niveau de difficulté petit à petit. Si telle chose est trop difficile, bah, il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est bon, on est tous d'accord pour dire que c'est trop difficile. Et limite, tant mieux en fait. Je pense que ça soulage, ça rassure l'enfant que l'adulte puisse le dire. Pourquoi? Parce que vous allez verbaliser l'attente que vous avez vis-à-vis de l'enfant. Parce que si vous ne verbalisez pas, l'enfant lui-même va se stresser, va se dire bah, l'adulte que j'ai en face de moi, j'arrive pas à le rendre fier de moi. Normalement, ce que je vaux, hein, c'est la réalité. C'est les parents en fait. Parents qui disent est-ce que l'enfant il est beau ou pas, est-ce que l'enfant il est intelligent ou pas, est-ce que l'enfant il est marrant ou pas, et c'est la maîtresse par exemple qui va dire que vaut l'enfant comparé aux autres enfants. Donc si vous verbalisez ne serait-ce que vos attentes vis-à-vis de l'enfant, ça va rassurer l'enfant. Je voulais juste parler aussi du haut potentiel parce que tout à l'heure on en a parlé. Moi les patients au potentiel en fait je leur dis bah ça fait partie de votre de fonctionnement hein, de tout faire à la dernière minute. Donc on va plus voir ça comme un problème parce que ça sert à rien en fait de dire à chaque fois ouais je fais ça à la dernière minute donc c'est super stressant. Bah ouais mais en fait ça fait partie de votre mode de fonctionnement. De toute façon en fait vous n'allez pas faire autrement. Que vous ayez 15 ans, 25 ans, 35 ans, vous n'allez pas faire autrement. Donc ça sert à rien de se rajouter un surstress en disant ou alors entre guillemets un problème, une conscience d'un problème qui va encore plus alimenter une tendance à la dévalorisation qui est naturelle chez vous. Ok, on sait très bien que de toute façon vous allez le faire au dernier moment. Donc c'est pas grave, ça fait partie de votre mode de fonctionnement. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous laisser noyer. Donc ça c'est pas grave, c'est même plus un Quelqu'un qui a problème. liké. Ouais, Il y a j'ai un vu. petit pouce qui a fait Bah comme ça. c'était le Buenas noches. Ah, c'était marrant. Ouais. Euh, ça c'est pareil. En fait, il faut partir du principe que par définition, l'enfant qui présente un TDAH, il n'était pas disponible pour pouvoir un minimum apprendre le dos. Il ne sait pas comment faire. Alors que du jour au lendemain, vous le mettiez sous ou pas, que du jour au lendemain, il fasse tel type de rééducation cognitive, de remédiation cognitive ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant en fait qu'il sait comment il faut faire. Donc c'est normal si en fait du jour au lendemain, l'enfant, enfin du jour au lendemain, s'il... Il y a un petit pouce. ah j'ai pas vu. Si l'enfant en tout cas il n'est pas motivé, bah,
comment faire. Donc c'est là où en fait où il faut pas hésiter à lui apprendre, à lui montrer comment il faut faire. Il faut accompagner l'enfant. Chacun d'entre nous, si demain en fait on nous dit oui bah vous allez être confronté à telle tâche et c'est la première fois que vous allez devoir faire ça, bah on peut être éventuellement conscience en fait de ce qu'on pourrait avoir comme récompense en dehors de ça, sinon en fait on va pas être motivé. Et c'est exactement pareil pour l'enfant. Et encore pire même pour l'enfant, parce qu'il faut partir du principe aussi que l'enfant, bah, il a des peurs. Il est face à des situations nouvelles, donc il y a des choses qui vont l'inquiéter. Et généralement, en fait, comment on fait lorsqu'on est face à une peur? Bah, soit on se braque, soit on fuit. Et du coup, bah, ça, par exemple, la procrastination, ce n'est que, encore une fois, en fait, ce n'est qu'une expression en fait, d'un évitement, tout simplement. Donc en fait, on apprend à l'enfant TDAH comment il faudrait faire. On revoit les objectifs, bah, peut-être parfois en fait à la baisse, mais c'est pas grave. On fait étape par étape. Et ça, par exemple, ça c'était aussi je pense que c'est une très très bonne remarque. Si sur le plan scolaire c'est compliqué, on essaie de trouver un espace où l'enfant pourrait être valorisé. À la fin de la journée, si ne serait-ce que vous avez réussi à offrir à l'enfant un moment où il pouvait être fier de lui, bah c'est extrêmement important. Et c'est loin d'être anodin pour l'enfant. Parce que s'il s'est mangé une journée compliquée à l'école, où il a eu que des remarques négatives de la part des enseignants et de la part de ses camarades de classe, bah si à la maison, en fait, il a eu bravo, ça, t'as réussi à le faire, ça c'est très bien, ouais, je suis fier de toi, ça par exemple, tu vois, ça serait bien que ton petit frère ou ta petite soeur elle prenne exemple sur toi, bah ça va être extrêmement valorisant pour l'enfant. Donc c'est loin d'être anodin, en fait il faut vraiment plus tout ce qui est valorisation, encouragement. Et l'enfant peut pas tolérer la frustration sur une tâche très frustrante s'il n'a pas déjà un niveau de frustration sur une tâche moyennement frustrante. L'enfant ne peut pas avoir envie de faire des efforts sur une tâche complexe s'il n'est pas déjà capable de faire des efforts sur une tâche simple. Donc parfois, là, les parents ils veulent ça, mais c'est ici qu'on doit travailler sur des trucs beaucoup plus basiques. Et puis, ce qui est aussi, alors après ça, c'est ce que je vois aussi, en fait, c'est alors comparaison entre le mode de fonctionnement des parents et puis celui de l'enfant. Alors, tu parlais par exemple du niveau scolaire ou de la valorisation de tel ou tel diplôme, même en fait, en dehors de ça, bah, chacun d'entre nous, hein, il y a des personnes qui vont être extrêmement studieuses, d'autres pas du tout, certains qui vont être scolaires, d'autres pas du tout, sans que ça soit forcément en fait une pathologie ou un trouble derrière. C'est simplement que, bah, alors oui, on peut très bien avoir des attentes vis-à-vis de notre enfant, tant mieux. Je pense qu'en tant que parent, vous voulez le meilleur pour votre enfant et bravo à vous. Mais il faut aussi accepter que du coup l'enfant ait son propre mode de fonctionnement et c'est pas pour autant en fait qu'il y a un problème. Il va y avoir un problème à partir du moment où vous allez faire ressentir à cet enfant que apparemment en fait il y aura un problème et c'est à vos yeux en fait qu'il y a un problème. L'enfant lui-même de base en fait il a pas du tout de problème et la conséquence c'est que bah, du coup l'enfant va se braquer. Un enfant qui présente de toute façon en fait un trouble neurodéveloppemental, j'ai envie de dire c'est normal en fait si derrière il y a une faible motivation et c'est normal si derrière en fait il procrastine. C'est pour ça d'ailleurs en fait que je félicite à chaque fois où je vois il y a des enfants ils ont c'est dur, ils ont vraiment en fait du coup plusieurs 10, ils ont eu un parcours scolaire qui est extrêmement compliqué, mais c'est pas pour autant en fait qu'ils se découragent. Ils restent motivés et je le vois très bien, hein. C'est même pas finalement en fait pour faire plaisir à leurs parents, c'est parce que c'est d'eux-mêmes. En fait, ils ont envie de dire ouais, je peux m'en sortir. Et ça, alors c'est très rare, mais vraiment bravo en fait, parce que de toute façon, alors on ne peut pas apprendre sans être un minimum motivé. Donc forcément, chacun d'entre nous, on va être motivé par quelque chose. Sinon, en fait, on va pas faire. Encore une fois, en fait, nous, si on pouvait, entre guillemets, dormir toute la journée et manger toute la journée, en fait, on aurait fait ça. Donc si on fournit un minimum d'efforts, c'est qu'on cherche derrière, en fait, à être motivé par quelque chose. Et du coup, donc l'enfant, en fait, qui n'est pas motivé, parce qu'il présente un trouble neurodéveloppemental, c'est normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Alors, on va essayer de réapprendre en fait l'enfant à être motivé. Comme tu le disais, hein, c'est voir un peu de façon générale bah, comment on pourrait faire pour que l'enfant finalement de nouveau se réintéresse à la vie quotidienne, à son environnement et éventuellement en fait, lui proposer d'autres renforçateurs peut-être plus intéressants que juste les notes. Après toi, en tant que neuropsy, parce que là, moi, j'ai exposé mes conceptions de la procrastination en psychologie et en psychiatrie, j'ai proposé des axes d'attaque en psychologie et en psychiatrie, mais toi, en tant que neuropsy qui a une patientèle différente, est-ce que c'est les mêmes techniques? Est-ce qu'elles sont radicalement différentes? Est-ce que c'est les mêmes mais adaptées différemment? Parce que finalement, on n'a pas fait le pont Je entre veux dire, les alors deux. la Un petit pont procrastination, entre les deux. alors la procrastination, la motivation en neuropsychologie, finalement en fait moi ce que je vais pouvoir observer,
C'est donc une procrastination qui va être tout à fait normale parce qu'elle dépend en fait d'une incapacité à pouvoir faire quelque chose. Donc finalement en fait c'est tout à fait normal que la personne elle souhaite pas forcément faire ses devoirs, que ce soit galère tous les jours pour aller à l'école, que du coup elle soit pas motivée par exemple pour travailler. C'est tout à fait normal. Alors, s'il faut travailler vraiment la motivation ou la procrastination, à ce moment-là, et du coup, je vais couper la question, c'est que bah, en fait, je vais orienter vers un psychologue parce que pour moi, en fait, ça dépend beaucoup plus de la psychologie que de la neuropsychologie. Par contre, là où en fait, il serait possible quand même de pouvoir travailler et à agir sur la motivation, bah, c'est si en fait, avec l'enfant ou l'adulte qui présente une incapacité à pouvoir faire quelque chose, bah, en fait, on va travailler ça, on va essayer de faire en sorte que la personne y arrive. Et du coup, généralement, en fait, en voyant que la personne y arrive, la personne elle-même, en fait, finit par de nouveau retrouver en fait une certaine motivation. J'ai du mal j'arrive pas à faire mes lacets, j'arrive pas à faire ma chemise, je me perds tout le temps dans la rue. Ok, du coup, je suis pas du tout motivé. Je vais acheter des chaussures à scratch, parce qu'en fait, j'y arrive pas et arriver à un moment donné, en fait, du coup, je vais avoir la flemme, je vais plus avoir la motivation de le faire. Bah, si en fait on voit que la personne, elle peut quand même évoluer dans le bon sens, bah, en fait, on va travailler ça et du coup, à force d'eux, il n'y a pas de souci. La Mais il personne, fait en fait, quoi il arrive très bien. l'ergothérapeute, il est confronté toute la journée à ce genre de Ouais, problème. c'est Mais il exactement. prend Ouais, des tâches super simples et une exactement. tâche qui est complexe, c'est les couper en petits morceaux. Moi, je me rappelle Ouais, d'un puis même, adolescent tu qui pars n'arrivait pas à faire d'outils. ses lacets. Alors, même, en fait, je pense n'importe quel praticien, tu pars d'outils thérapeutiques pour essayer de ramener un maximum, en fait, à la vie quotidienne, au réel, enfin, à la vie réelle, en fait, du patient dans son environnement. Si, par exemple, les lacets, c'est trop difficile, on va pas lui tendre, C'est en une fait, tâche complexe, les c'est lacets. une tâche Mais tu extrêmement peux pas la complexe. prendre comme une séquence Mais comme même en ça d'un fait seul avant coup. ça, même regarde par exemple l'écriture. L'écriture c'est une Hmm. tâche extrêmement complexe. Il va y avoir beaucoup d'enfants en fait qui veulent pas du tout écrire, ils sont pas du tout motivés par ça. Et comme en plus ils sont pas motivés, bah du coup ils sont pas bons parce qu'ils ont pas appris en fait à bien écrire. Et comme ils sont pas bons, bah du coup ils ont encore moins envie de vouloir écrire parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas bons et parce que du coup c'est dévalorisant pour eux-mêmes. Bah à ce moment-là en fait on va pas leur dire tenez ça c'est deux copies doubles et puis bah du coup va falloir m'écrire une dissertation sur tel sujet parce que c'est pas bon. On va essayer, et ça c'est pour n'importe quel, je pense, en prise en charge, il faut un minimum qu'en fait le patient il soit motivé. C'est toujours plus facile par exemple d'apprendre une chanson qu'on aime bien que d'apprendre un cours d'histoire géo. Bien sûr. Parce qu'en fait on est motivé par cette chanson et parce que du coup on aime bien. Bah, par exemple, du coup, si la personne a du mal à faire ses lacets, on va pas lui tendre une paire de chaussures en disant bah oui, vas-y, fais-moi des lacets. Il va falloir que tu t'entraînes 10 fois, 100 fois devant moi avant de pouvoir les faire après chez toi. On va voir comment en fait on pourrait travailler la perception visio-spatiale, on va voir comment on pourrait travailler la coordination visio-motrice, on va voir comment à côté, sur d'autres choses qui l'intéressent plus, si la personne elle aime bien peindre, si la personne elle aime bien les puzzles, si la personne elle aime bien les origamis, si la personne aime bien, bref, tout plein d'autres choses, et voir comment on pourrait tendre vers les tâches de la vie quotidienne qu'il est amené en fait à faire qu'il est amené à faire tous les jours. Voilà, on a fait un Il y a super pas long de live. Hein. ouais, Je crois que ça fait 1h20 qu'on parle. mais ça c'est comme d'habitude 1h30 1h24 on parle. 1h24. Bon, Après les ça gens c'est toujours peuvent comme évoluer. d'hab, hein, c'est vraiment en fait des thématiques extrêmement intéressantes. Il y aura toujours beaucoup de choses à dire là-dessus. En fait, il y a pas de solution miracle par rapport en fait aux différents profils des personnes. Euh, il faut vraiment en fait du coup se recentrer sur l'enfant ou sur l'adulte. Ça veut dire que si la personne en fait elle est pas forcément motivée, si elle procrastine, franchement c'est même pas ça en fait tant le problème. Le problème c'est de voir en fait qu'est-ce qui cause cette procrastination, qu'est-ce qui pose ce problème et du coup comment en fait on pourrait travailler ça parce que faut partir quand même du principe que normalement, alors même si on est tous partisans du moindre effort, euh, on voit pas pourquoi en fait il faudrait être en échec. Il n'y a aucun d'entre nous en fait où on se dit le Tout à matin fait. en se levant ouais j'ai envie d'être en échec et j'ai envie de rendre les gens en fait Et j'ai envie de me faire engueuler parce j'ai que envie je de me faire travaille pas. engueuler, voilà, j'ai envie de pas être fier de moi, j'ai envie de normalement en fait on cherche tous quand même à vouloir réussir. Donc si on n'y arrive pas, bah c'est que du coup derrière il y a un problème et il va falloir essayer de travailler ça. Et si du coup le cadre, le contexte est trop difficile, et ben il y a pas de mal en fait à sortir la personne de ce contexte-là. Si au travail ça ne se passe pas bien et que du coup on a l'impression en fait de pas être motivé, c'est pas forcément en fait un problème général. Ça se trouve en fait il y a mille choses qui nous motivent à l'extérieur du travail, mais que du coup comme au travail ça ne se passe pas bien, bah, ça va avoir des répercussions sur la vie globale en fait de la personne.
mais c'est pas vraiment la personne en fait qui a un problème, c'est juste que dans le contexte en fait ça ne va pas bien. Donc on essaie de sortir de ça pour travailler, pour se recentrer en fait sur la personne, et c'est là en fait où on va pouvoir voir des améliorations significatives. Est-ce qu'il y a encore des questions? Tu as vu, c'est moi qui fais la modération. Alors, merci beaucoup, Gabriel Rafi. Merci à toi Vincent Je vous en pour prie. tes explications, tu nous as fait un long